Bienvenue au CDH Musée Social pour cette nouvelle année de séminaire sur l'histoire de l'ESS. Donc, comme vous le savez, enfin, je ne sais pas si vous le savez tous, nous avons commencé par un colloque sur l'histoire de l'ESS en 2020 et puis nous avions lancé l'année d'après, enfin, ça a été un peu décalé avec le Covid, un séminaire international de l'histoire de l'ESS qui s'est étalé au cours des années 2022 et puis le début de 2023. Et puis, nous avons relancé cette année, en 2023, un nouvel appel à projet. Notre objectif, c'est de susciter le plus d'études et de recherches sur l'histoire de l'ESS et aussi sur sur la construction de concepts un peu d'analyse des réalités de l'économie sociale. Donc, c'est dans cette perspective-là que nous avions lancé en début d'année un nouvel appel à communication avec cette année une perspective qui était à la fois une perspective internationale, mais aussi une perspective interdisciplinaire. C'est-à-dire que nous souhaitions effectivement que les approches puissent faire appel autant à des personnes ou à des personnels des chercheurs, pardon, de l'histoire que de la sociologie ou de l'économie. Donc, c'est dans cette perspective-là que nous avions proposé 7 axes de communication, certains se rapportant à des perspectives plus historiques, disons, en tout cas celles qui étaient sur l'institutionnalisation et puis sur la place de l'ESS dans la colonisation et dans la décolonisation, par exemple, mais aussi sociologique, plus sociologique, comme la place des femmes dans l'ESS, les rapports avec le territoire et la, la perspective aussi d'abord des crises, et c'est un élément que nous allons pouvoir aborder ce soir. Donc aujourd'hui, nous nous situons dans une perspective d'analyse multilatérale. Comme vous le savez tous, la construction d'institutions multilatérales dans l'économie sociale a commencé très tôt, dès la fin du 19e siècle, avec une perspective à ce moment-là qui était surtout liée à la structure juridique des institutions ou des supports de l'ESS, et puis progressivement, ou tout au moins et beaucoup plus tardivement, dans les années 2000, on arrive maintenant à la construction d'autres institutions multilatérales qui sont, elles, sur une approche différente, qui est plus liée aux conditions de leur institutionnalisation, de leur création, soit pour des contextes idéologiques, soit pour des contextes géographiques. Et c'est un peu sur le fonctionnement et sur la construction de ces nouveaux réseaux multilatéraux que nous allons nous pencher ce soir, avec après une question qui est quel est effectivement le fonctionnement de ces réseaux, mais aussi la manière dont ils vont répondre à des situations de crise et notamment à des situations de crise écologique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, sur cette approche-là, nous avons aujourd'hui deux contributions. La première sur justement l'émergence de ces nouveaux réseaux internationaux rassemblant des acteurs, un ensemble d'acteurs de l'économie sociale. Et je vais donner la parole à cet égard à Marion Pouzoulet, qui est elle-même doctorante en sciences politiques au centre Émile Durkheim, qui est rattachée, je crois, à Sciences Po Bordeaux, et qui a une thèse qui porte justement sur, à la fois sur le plaidoyer de reconnaissance internationale de l'ESS, qui, comme vous le savez, a fait des pas importants
dans les 2 ans qui viennent de s'achever, hein, mais qui va effectivement s'intéresser aux interactions entre les différents réseaux qui se sont créés et la manière dont ils fonctionnent, leur devenir et leur rapprochement. Donc, je vais donner sans plus tarder la parole à Marion Pouzoulet. Avant, j'ai oublié évidemment de vous préciser que son intervention et nos interventions de ce soir font l'objet d'un enregistrement. Voilà. Marion, c'est à vous. Bonjour, bonsoir et merci beaucoup pour l'opportunité de la présentation aujourd'hui. Si ça vous va, je vais partager mon écran, une petite présentation. Hop. Ah, je n'ai pas les accès pour partager le diaporama. Ah, je vous entends pas. Coupez le son. Alors, il faudrait que je vous donne la main, je pense, c'est ça. Oui. Est-ce que autorisé à partager, voilà. OK. Je pense que c'est fait. Vous devriez pouvoir le faire maintenant. Non, toujours pas. Ah, allons bon. Alors, OK. Là, ça ne marche toujours pas. Si ça ne marche pas, je suis un peu embêtée là parce que Non, est-ce que sinon vous pouvez me désigner co-hôte de... ah oui, c'est ce que je voudrais faire, mais manifestement, alors, théoriquement, je vous ai mis en collaboration, donc vous devriez pouvoir le faire. Donc, je suis un peu partagée. Bon, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que vous avez plus d'idées? Parce que là, Non, moi, je reçois vraiment un message d'erreur qui me dit que l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. alors, attendez. Hmm, je suis désolée. On a changé d'ordinateur et évidemment, voilà. Alors, intervenant général, affiché, unitaire de réunion, théoriquement, j'ai mis tout le monde en collaboration, donc ça devrait marcher. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Oh, bon, Bon, si ça ne marche pas, je ferai ça, il n'y a pas de... Ou alors envoyer le diaporama par mail à Dominique. C'est peut-être la je seule sais solution. pas. Peut-être, Charlotte, vous avez une idée sur ce que Mais j'ai pas fait, ce que je- j'aurais dû faire? Non, je sais pas, mais je disais d'envoyer le diaporama sur votre boîte mail pour que vous puissiez le diffuser vous, mais elle n'aura pas la main dessus, c'est ça le problème. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi. C'est ça que je n'arrive pas à voir. Alors, intervenant, nanana. Donc, que Marion le dépose dans la conversation. Pardon, dites-moi. Donc, que Marion dépose le diaporama dans la conversation. Ok, On le je peux faire récupère. ça. Non, À défaut. théoriquement, ça marche. Voilà. Suspendre, arrêter. OK. Note, tableau, appli, partager l'écran. Donc, a priori, sur le partage d'écran, ça devrait pouvoir s'afficher automatiquement et ça ne s'affiche pas. Oh, 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 oh. I'm sorry. Pardon pour cette. Bon, je suis désolée. Je vous envoie la présentation par message et comme ça, chacun pourra suivre. J'espère, oui. Parce qu'il y a manifestement. Voilà. J'ai. Ah, attendez.
Je vais voir si... Je ne peux pas donner la main à qui que ce soit. Je ne peux pas lui donner la main, je ne sais pas pourquoi. Donc, elle m'a envoyé la présentation, mais voilà. Présentation, qu'est-ce que je Vous fais? n'arrivez pas à donner la main? Vous voulez Non, faire je la- n'arrive pas à donner la main. On Comment ça se essaye? fait? Je vais regarder. Donc, elle me l'a envoyé par... Voilà, a priori, ça s'est débloqué. Je pense que vous avez la main. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Mm. Alors, C'est bon? oui, alors j'ai un réglage de mon côté. Vous pouvez y aller. Vous avez la main. Je suis nommé administrateur. Très bien. Alors, hop là. Normalement, là, vous Voilà, voyez c'est ma bon. présentation. Parfait. Ouais, Super. ouais. Désolée pour cet incident. Il n'y a pas de problème. Donc, comme bonjour, bonsoir à tous, je suis très contente donc d'être là ce soir. Donc, je suis Marion Pouzoulet, je suis effectivement doctorante en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux. Et je précise également que j'ai un contrat doctoral en CIFRE à ESS Forum International, mais j'y reviendrai un peu plus loin dans ma présentation. Et donc, je vais vous proposer aujourd'hui une présentation sur une comparaison sur le contexte politique et organisationnel de l'émergence de réseaux internationaux de promotion de l'économie sociale et solidaire. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'il existe aujourd'hui un certain nombre de réseaux internationaux qui visent à promouvoir l'économie sociale et solidaire. Il y a plusieurs, on va dire, plusieurs catégories. La première, ce sont ceux qui ont une approche par les statuts juridiques. Donc, on a l'Alliance coopérative internationale et l'Association internationale de la mutualité qui sont dédiés donc aux coopératives et aux mutuelles. Puis, au début des années 2000, il y a deux réseaux qui se sont créés, le réseau intercontinental de promotion de l'ESS, le RIPES, et ESS Forum International qui a été créé sous le nom des Rencontres du Mont Blanc. Là, l'objectif de ces deux réseaux, c'était vraiment de justement rassembler les mouvements coopératifs, les mouvements mutualistes pour promouvoir l'ESS dans son ensemble. Et enfin, de la période plus récente, on a deux autres réseaux qui se sont créés. On a le Global Forum for Social and Solidarity Economy, le GSF, qui là est un réseau de gouvernements locaux engagés dans la promotion de l'ESS également. Et en 2020, on a Catalyst 2030, qui là est un réseau de promotion de l'ESS dans le cadre de l'accomplissement des objectifs du développement durable et de l'agenda 2030. Donc, dans le cadre de cette présentation, moi, j'ai décidé de travailler principalement sur le RIPES et sur ESS Forum International. Tout d'abord parce que ce sont deux réseaux qui se sont créés au même moment, comme nous l'avons vu juste avant. Ce sont deux réseaux qui ont obtenu des accréditations en tant que statut de consultatif spécial à l'ECOSOC. Ce sont aussi des réseaux qui sont membres observateurs de la Task Force, donc c'est un groupe de travail des Nations Unies sur l'ESS au niveau international. Et ce sont donc deux réseaux qui mènent des activités de plaidoyer international. Donc sur le papier, ces réseaux nous semblent assez similaires, vus comme ça. Et cette recherche aussi a pour but de produire un peu des connaissances assez inédites sur ces deux réseaux. Il y a beaucoup d'écrits sur ces deux réseaux qui ont été produits par les fondateurs de ces réseaux, mais très peu de littérature académique pour le moment. C'était aussi intéressant de choisir ces deux réseaux pour moi, car j'ai une expérience professionnelle dans ces deux réseaux, ce qui m'a facilité l'accès au terrain en fait dans le cadre de mes recherches. Donc, j'ai fait un stage de quelques mois en 2019 au RIPES dans le cadre de mes études, et donc depuis 2021, je suis également en thèse CIFRE à ESS Forum International. Donc, ces deux expériences me permettent
m'ont facilité l'accès à certaines archives du RIPES qui remontent jusqu'à 1997. Et j'ai aussi pu accéder à certaines archives de ESS Forum International depuis 2012. J'ai aussi complété le travail de ces archives, l'analyse de ces archives par des entretiens semi-directifs avec des fondateurs et des administrateurs de ces deux réseaux. J'ai réalisé donc 3 entretiens avec des personnes rattachées au RIPES, 3 entretiens avec des personnes rattachées à ESS Forum International, 2 rattachés au GCEF et une personne qui était impliquée à la fois au RIPES et à la fois à ESS Forum International. Et donc, j'ai également fait un peu d'observation participante dans le cadre de mes expériences professionnelles pour compléter toutes ces données. Et donc la question de recherche que je vous propose aujourd'hui sur laquelle on s'intéresse, c'est finalement ces deux réseaux qui semblent très similaires sur le papier, parce qu'ils mènent des activités aujourd'hui. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ces deux réseaux se sont créés en même temps et ont continué finalement au fil des années à agir indépendamment l'un de l'autre, alors qu'ils semblent mener des activités assez similaires. Et l'hypothèse de recherche que je propose, c'est de se dire qu'en fait, le cadrage politique de chaque réseau est le résultat d'un positionnement par rapport au modèle économique dominant, et ce, tout au fil de l'histoire de ces deux réseaux. Euh, pour cela, je propose d'utiliser le cadre analytique des 3 visages de l'ESS, qui est proposé par Timothée Duverger, Shabir Itsaina et Robert Laffort, où ils invitent à se saisir de l'ESS avec 3 conceptions, 3 approches qui sont interdépendantes les unes des autres. La première, c'est l'institutionnalisation, la deuxième, la trajectoire, et enfin la troisième, de territoire, qui sont vraiment très liées les unes avec les autres. Et donc, dans le cadre de l'étude de nos 2 réseaux, euh, ça sera le déroulé de ma présentation. Donc, une première partie sur les institutionnalisations, où là, en remontant dans les années 2000, pour essayer de comprendre le contexte politique, social, économique autour duquel se sont structurés les réseaux que sont ESS Forum International et le RIPES. Une deuxième partie sur les trajectoires, là, sur la période du début des années 2010, pour s'intéresser au développement organisationnel de ces réseaux, qui est effectivement très en lien avec l'institutionnalisation antérieure, mais qui aussi, comme on va voir, sont guidés par des objectifs très similaires entre les deux réseaux. Et enfin, une dernière partie sur les trajectoires, où là, ce sera sur la période plus récente, donc depuis 2015, où le territoire au sens figuré vraiment de champ d'action de chaque réseau sont compris dans une dynamique plus large. Et aussi, on va voir comment ces territoires ont vocation à se rapprocher plus ou moins facilement au fil de la période récente. Voilà sur le plan qu'on suivra aujourd'hui, ce soir. Euh, tout d'abord, en s'intéressant à la formation et la formalisation de ces réseaux, on peut voir qu'ils se sont constitués autour de projets politiques différents. Euh, tout d'abord, on pourrait penser que ça se résume au courant de l'économie solidaire d'un côté et le courant de l'économie sociale de l'autre. Euh, donc d'un côté, on a le RIPES. Le RIPES, c'est un réseau qui prend racine dans les globalisations de la solidarité à Lima en 1997, qui étaient des rassemblements dont l'objectif était de renforcer la résistance au néolibéralisme et de promouvoir une autre approche de l'économie. C'est des personnes, des militants qui étaient vraiment très proches du mouvement altermondialiste, qui participaient à de nombreux forums sociaux mondiaux et qui donc ont- ont décidé de créer le réseau du RIPES suite à ces rencontres qui ont prospéré dans d'autres villes également au début des années 2000. Et donc assez proche du courant de l'économie solidaire. Et de l'autre côté, on a ESS Forum International qui connaît ses racines là au début des années 2000, donc 2004. L'idée du ESS Forum International, au début des années 2000, c'est principalement des dirigeants de coopératives et de mutuelles françaises qui décident que l'ESS n'est pas assez reconnue et on doit plus faire parler d'elle. Et l'idée, en fait, c'est de créer au départ, ESS Forum International est créé sous le nom des Rencontres du Mont Blanc. Et l'idée, vraiment, c'était de faire des rencontres dans les Alpes pour justement faire un pied de nez au World Economic Forum, donc au Forum de Davos, et montrer qu'il y a un autre modèle économique qui est possible. Donc,
l'association est créée au début, le nom c'est Rencontre du Mont Blanc, mais pour faciliter, aujourd'hui, je vais dire ESS Forum International, qui est le nom aujourd'hui de l'association. Euh, donc, on a vraiment là deux courants, un plutôt courant économie solidaire, l'autre plutôt économie sociale à l'origine. Euh, une fois que ces deux réseaux ont voulu se formaliser, les deux réseaux étaient confrontés à la même contrainte, qui est qu'il est impossible d'avoir un statut d'association internationale. Et donc, les deux réseaux ont dû s'ancrer dans une législation nationale. Donc, le ESS Forum International, ils ont fait le choix d'une association française loi 1901 parce que c'est une association qui, du coup, opère en France en organisant des rencontres du Mont Blanc dans les Alpes françaises tous les ans, voire tous les 2 ans. C'était plus pratique d'avoir une association en France. L'association, donc, elle a été créée sous le nom Les Rencontres du Mont Blanc, Forum international de l'économie sociale. Puis l'association, en fait, en 2017, a été renommée sous le nom ESS Forum International pour distinguer l'événement, les Rencontres du Mont Blanc, qui continue d'exister même depuis 2017, du travail de l'association ESS Forum International qui est fait tout au long de l'année. Euh, et donc, de l'autre côté, le RIPES, ils ont fait le choix de créer une association au Québec en 2004. Donc, le statut associatif n'existe pas au Québec, c'est ce qu'on appelle une OBNL, Organisation à but non lucratif, mais qui est similaire à nous, les associations. Euh, Créé au Québec parce que, alors, le RIPES avait organisé une rencontre en 2002 à Montréal et devait organiser la prochaine rencontre en 2005 à Dakar au Sénégal. Et en fait, d'un point de vue administratif, c'était plus simple de faire des papiers pour créer une association au Québec qu'au Sénégal. Donc, l'association a été créée au Québec, donc sous le nom RIPES. Mais il se trouve que dans les dernières années, l'équipe salariée était surtout basée en Espagne. Et donc, en fait, pour des raisons pratiques aussi, pour pouvoir rémunérer et salarier l'équipe salariée, en fait, en 2021, le RIPES a également créé une association sous loi espagnole en 2002. Donc, le RIPES a aujourd'hui deux formes juridiques encore actives à ce jour. Donc, on voit bien euh, comment, en fait, avec une idée assez différente, assez similaire, les deux réseaux se construisent progressivement de manière différente. Et c'est aussi visible dans la gouvernance. Donc, le RIPES, dans sa gouvernance, c'est une gouvernance intercontinentale, ce qui veut dire que le RIPES intercontinental, en pratique, n'a que 9 membres, c'est-à-dire 6 membres qui sont des réseaux continentaux. Donc, on a RIPES Europe, RIPES Afrique, RIPES Amérique latine, etc. Il y a également 3 réseaux internationaux qui sont également membres du RIPES. Si on compte les membres de chaque réseau continentaux, au total, le RIPES, ça représente à peu près 109 membres dans 70 pays. Et de l'autre côté, ESS Forum International, ils ont fait le choix d'une organisation, on va dire, plus classique, associative, où là, euh, les membres du ESS Forum International peuvent être des personnes morales, donc des coopératives, des mutuelles, comme des personnes physiques. Donc, on a aussi des membres individuels, pour un total là, de 28 membres dans 14 pays en 2022. Et donc, on voit bien avec tout ça que l'idée commune, les deux réseaux avaient la même idée de vouloir former et formaliser un réseau international, mais que selon les choix politiques qui ont été pris, les réseaux sont aujourd'hui inscrits dans des cadres juridiques et des modèles de gouvernance qui sont assez différents. Euh, Si on précise dans les projets politiques, on peut voir que les projets politiques ont été construits de manière très différente et ce, de manière très volontaire et en toute connaissance de cause. On pourrait se demander, mais est-ce que ces deux réseaux savaient que l'autre réseau existait? La réponse est oui, et c'était tout à fait volontaire. Donc, d'un côté, ESS Forum International, l'idée, c'était vraiment de porter une voix de l'ESS à l'international. L'Alliance coopérative internationale, l'AIM, existait déjà, mais à l'époque, on avait l'impression que ces réseaux étaient un peu trop bureaucratiques et avec peu de pouvoir politique finalement pour faire du plaidoyer. Et c'est donc dans cet objectif-là que ESS Forum International a été créé. Donc il y avait 3 objectifs: créer une organisation de plaidoyer, faire en sorte que les gens autour du monde apprennent à se connaître et parfois créer des partenariats.
Mais cette approche-là, qui était défendue par ESS Forum International, était assez critiquée par les fondateurs du RIPES, qui, eux, voyaient là une approche très top-down, vraiment des grosses entreprises, et qui sera assez peu représentative finalement de la réalité de l'ESS sur le terrain. Et les fondateurs du RIPES critiquaient également le coût de participation aux rencontres du Mont Blanc qui pouvait être assez élevé. Et donc, le RIPES, eux, leur projet politique, c'était vraiment de mettre en avant leurs membres qui étaient des petites initiatives très grassroots de terrain, où ils insistaient très fortement sur la dimension solidaire de l'économie sociale et solidaire. Dans la charte du RIPES qui a été publiée en 2008, il y a vraiment une longue partie sur l'importance des valeurs qui sont au cœur de l'économie sociale et solidaire, et notamment la partie solidaire. Et donc vraiment là, le projet politique qui est porté par le RIPES, c'est vraiment de mettre en avant la démocratisation et la transformation de l'économie. Mais cette approche-là était en retour critiquée par ESS Forum International, qui, de leur point de vue, cette approche-là était beaucoup trop politique et assez peu pragmatique, et qui finalement c'était une vision, ils auraient une vision très stricte de la définition de l'ESS et qui finalement empêcherait de discuter avec les politiques. Donc voilà un peu au départ comment ont émergé ces deux réseaux. Et on pourrait se le résumer comme ça, comme on a pu me le dire dans un entretien, c'est qu'il n'y avait pas d'affinité entre ces deux réseaux. Donc, on voit qu'il n'y avait pas d'affinité entre ces deux réseaux, mais on va se rendre compte au fil des années que quand même ces deux réseaux sont quand même guidés par des objectifs qui sont similaires. Et pour atteindre ces objectifs, ces deux réseaux connaissent des ressources qui ne sont pas les mêmes, en conséquence notamment des différents projets politiques portés. Donc si on s'intéresse à leurs ressources, je propose de s'intéresser à 3 types de ressources: les ressources relationnelles, les ressources financières et les ressources humaines, qui permettent de rendre compte des inégalités entre les deux réseaux. Au niveau des ressources relationnelles, les deux réseaux bénéficient à titre individuel de certains liens avec des membres du gouvernement. C'est arrivé dans plusieurs pays et dans les deux réseaux. Sinon, la plupart des réseaux, des réseaux qui sont créés au RIPES sont souvent le fruit d'échanges d'expériences, de partage autour du monde et de voyages, alors qu'à ESS Forum International, les principaux relations avec des institutionnels, des politiques, sont le fruit de la participation aux rencontres du Mont Blanc, où là, justement, des institutionnels, des politiques, des fonctionnaires des Nations Unies, par exemple, participent à ces rencontres, et c'est là le fruit de nouvelles relations qui se créent. Maintenant, si on s'intéresse aux ressources financières, hein, ESS Forum International est financé en grande partie par l'adhésion des membres qui payent des cotisations et en petite partie de certaines subventions publiques selon les années. De son côté, le RIPES est financé par une fondation, la fondation suisse Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l'homme. C'est un financement plus récent qui date de 2012, depuis 2012, et aussi en plus petite partie des financements, pareil, liés à des projets menés avec certaines collectivités locales, notamment la région de la Catalogne. Donc, c'est assez encore difficile d'avoir accès vraiment au montant total de budget de ces deux organisations, mais de manière très concrète, je pense, de se rendre compte des écarts de budget entre ces organisations, c'est de s'intéresser aux ressources humaines. Du côté du RIPES, en termes de ressources humaines, le secrétariat de l'association est rémunéré depuis 2012. C'était rémunéré via des contrats c'était des contrats contractuels, mais le secrétariat n'est salarié avec un contrat de travail salarié que depuis 2021, ce qui est très récent. Et l'équipe salariée comptait au maximum 3 personnes et on est sur la période très récente. Du côté de SS Forum International, il y a quasiment toujours eu un secrétariat salarié euh, qui, euh, qui était composé jusqu'à maximum 5 personnes. Euh, c'est, donc là, on voit bien qu'il y a des écarts de ressources humaines entre les deux réseaux.
Mais ce qu'il ne faut pas sous-estimer, mais qui est difficile, encore une fois, à mesurer, c'est tout le travail bénévole qu'il y a derrière dans ces deux réseaux. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent bénévolement et donc le travail n'est pas que issu du travail salarié de ces deux réseaux. Donc, avec ces différentes ressources, ces deux réseaux ont quand même des objectifs similaires qui sont de finalement faire reconnaître l'ESS au niveau international. Et en ce sens, les deux réseaux se sont inscrits dans les mêmes espaces. Il y a trois espaces qui sont souvent cités. Le premier, c'est la conférence Rio+12 en 2012 qui avait vocation, Rio+12, il y avait la négociation de l'agenda post-2015, donc qui a vu le jour de l'agenda 2030 et des objectifs du développement durable, ou encore la conférence Habitat 3 en 2016. L'idée, c'était dans ces trois négociations de faire reconnaître l'ESS. Ça n'a pas toujours été le cas, mais c'était l'idée initiale. Euh, Là encore, on va voir que les stratégies étaient très différentes selon OSS Forum International et RIPES, et on pourrait même dire parfois complémentaires. Donc d'un côté, le RIPES, avec son large réseau grassroots d'initiatives, a mené de larges consultations de la société civile, a consulté l'ensemble de ses membres sur les territoires pour produire une liste de recommandations très pratiques pour pouvoir inclure l'ESS dans les textes avec des recommandations. Ces recommandations ont été transmises aux négociateurs des Nations Unies pour l'inclure ou non dans les textes. Ça n'a pas toujours fonctionné, mais c'était l'initiative menée par le RIPES. Un exemple très concret de vraiment mise en avant de la société civile, c'est en 2015, lors de l'Assemblée générale qui a adopté les objectifs du développement durable. Il y a eu 20 personnes de la société civile qui ont été choisies pour faire un discours et un représentant du RIPES a été choisi parmi ces 20 personnes pour faire un discours à l'Assemblée générale des Nations unies. La stratégie de SS Forum International était très différente. L'approche était d'organiser des événements parallèles, donc des side events, en parallèle de ces grandes conférences internationales où des diplomates, des représentants politiques étaient invités à participer. Et l'objectif était là d'attirer l'attention de ces hautes personnalités sur l'ESS pour que derrière, ils soient plus sensibles et qu'ils puissent inclure l'ESS dans leurs négociations. Là, ça a été possible parce que le ESS Forum International était assez proche du président de la République, François Hollande, à l'époque. Donc, on est au début des années 2013-2015. Et avec cette proximité, il est créé le groupe pilote international de l'ESS, qui est un groupe qui était à l'initiative de la France et qui avait vocation à rassembler tous les États au niveau international qui avaient un intérêt et qui voulaient promouvoir l'ESS au niveau international. Finalement, des États qui pouvaient être un peu des amis de l'ESS Forum International et du RIPES pour porter la cause avec eux. Donc, ce groupe pilote a été créé, coordonné par ESS Forum International, et c'est dans ce cadre-là que plusieurs événements parallèles ont été organisés aux Nations Unies. Un exemple assez important, c'est justement la même année, 3 jours après l'adoption des objectifs du développement durable, un side event qui a été organisé à New York où François Hollande était présent et qui a eu un large succès. La salle était plus que pleine et on me raconte souvent que c'est une des seules fois où il y avait autant de personnes, personnalités politiques et diplomates qui se sont intéressés à l'ESS. Bon, ça, c'était avant les négociations qui ont eu lieu ces derniers mois. Mais déjà à l'époque, c'était quelque chose assez impressionnant. Donc c'est vraiment deux stratégies différentes, mais que moi je qualifierais aussi de complémentaires, parce qu'on approche vraiment dans les deux sens un peu le sujet. Ces approches-là ont permis aussi au réseau d'avoir des stratégies quand même, des positions assez similaires. Donc, comme je le disais, ces deux réseaux ont fait le choix donc d'avoir un statut consultatif spécial à l'ECOSOC en 2016 pour le RIPES, en 2013 pour SS Forum International. Et c'est ces statuts-là qui leur permettent justement de produire des recommandations, d'organiser des événements parallèles aux Nations Unies, etc. Et ils sont aussi membres du groupe de travail des Nations Unies. Ils sont membres d'ailleurs dès la création du groupe de travail en 2013, alors qu'il y avait très peu de réseaux de la société civile à l'époque, qui s'en sont tous les deux des réseaux fondateurs. Donc on voit que les deux réseaux sont très proches et on se demande, mais vont-ils collaborer un jour? Il faut savoir que les tentatives
ça a déjà essayé, les réseaux ont déjà essayé de collaborer. On voit qu'il y a, si on regarde dans les différentes tentatives de plaidoyer, on voit que plusieurs fois les réseaux ont co-signé des lettres. En 2017, le manifeste de Praia. En 2016, une lettre pour Habitat Quito. C'est des lettres qui ont été co-signées, mais on voit que c'est pas les seuls signataires non plus. On a d'autres réseaux qui, je pense, ont fait intermédiaire au moment de la signature de ces textes-là. À un moment donné, les présidents des associations ont décidé de s'asseoir à une table et de discuter pour essayer de travailler ensemble. Ce qu'il en est ressorti, c'est nous avons convenu que notre vision de l'ESS n'était pas la même, mais que c'était un problème de ne pas collaborer. Donc on voit qu'il y avait l'idée de collaborer, il y a eu l'idée d'un protocole d'entente à un moment donné qui est émise, mais finalement ce protocole d'entente ne voit jamais le jour. Et encore aujourd'hui, c'est difficile de savoir exactement pourquoi ça n'a pas marché, mais on peut faire plusieurs hypothèses. On peut penser que bah, les désaccords politiques sont peut-être trop importants pour pouvoir collaborer. Peut-être que la mauvaise perception respective des réseaux, qui est historique, bah, peut-être qu'elle perdure encore un peu. Peut-être aussi qu'il y a un manque de soutien de la part des membres des deux organisations, ou peut-être aussi que c'est les individus qui finalement portent quand même fortement les associations, qui eux aussi peuvent avoir une influence dans les directions que prennent les associations. Donc ça, c'est des hypothèses qu'il faudrait confirmer avec d'autres recherches complémentaires. Et donc, dans les espaces un peu plus récents, on a le GCEF, et le GCEF apparaît un peu comme un espace intermédiaire où vont pouvoir discuter ESS Forum International et le RIPES, car jusqu'à maintenant, c'était assez rare. Donc, le GCEF, comme je disais, c'est un réseau mondial de gouvernements locaux et de réseaux de la société civile qui compte aujourd'hui 86 membres dans 37 pays. Le GCF a été créé en 2013 à Séoul. De 2013 à 2015, il y a plusieurs forums qui sont organisés à Séoul, et à ces forums participent des membres de SS Forum International comme des membres du RIPES. En 2016, c'est la première fois que le forum du GCF est organisé à l'extérieur de la Corée du Sud. Il s'est organisé à Montréal, au Québec. Et dans l'organisation de ce forum-là, des membres de SS Forum International et des membres du RIPES contribuent à l'organisation du forum. Ils font partie en fait de l'équipe locale d'organisation. Et c'est aussi en 2016, au moment où le GCF vraiment se déplace à l'international, que les deux réseaux, donc RIPES et ESS Forum International, demandent à adhérer au GCF, et qu'en retour, le GCF devienne membre des deux réseaux. C'est ce qui va se faire. Donc en fait, depuis 2016, le GCF, non, le RIPES et ESS Forum International sont tous les deux membres du GCF et tous les deux membres présents au conseil d'administration du GCF. Le GCF, ensuite, donc, le GCF se déroule depuis tous les 2 ans dans une nouvelle ville. En 2018, le GCF s'est déroulé à Bilbao. Et là, il vient l'idée de vouloir fédérer les réseaux internationaux. Donc, c'est une initiative qui vient des présidents du GCF, de ESS Forum International et de l'Alliance coopérative internationale, qui revient un peu là dans les enjeux de plaidoyer international. L'idée était de présenter cette proposition au GCF de 2020 au Mexique, sauf que le GCF de 2020 au Mexique n'a pas eu lieu en raison de la pandémie. Mais l'idée a suivi son cours, et finalement, cette idée-là, elle apparaît en 2021 avec la création d'une coalition internationale de l'ESS qui rassemble donc 5 réseaux internationaux de l'ESS. On a donc le GCF, ESS Forum International, l'Alliance coopérative internationale, l'Alliance internationale de la mutualité et la Fédération internationale des coopératives et mutuelles d'assurance, ICMIF. Et donc on voit que le RIPES a refusé de participer à cette coalition. L'argument qui est donné officiellement dans la lettre est dit qu'il y a une crainte de dispersion des efforts en créant cette coalition, et le RIPES exprime aussi sa volonté de donner pour priorité le renforcement de leurs réseaux continentaux. Donc ça, c'était la situation, mais ces derniers mois, le tableau change et évolue assez rapidement avec l'apparition de ce que j'ai appelé un ennemi commun ou menaçant, qui est le World Economic Forum. Dans le World Economic Forum, le forum de Davos, a créé une Global Alliance for Social Entrepreneurship
qui est composé d'une centaine de membres qui sont des entreprises, dont par exemple Microsoft, eBay, etc., qui s'intéressent à l'entrepreneuriat social depuis notamment l'adoption de la résolution aux Nations Unies, qui a vraiment donné un coup de projecteur sur l'ESS, et donc ils s'y intéressent. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le World Economic Forum, ça a toujours été le contre-exemple que voulait, enfin, la chose contre lesquelles voulait se battre le RIPES, ESS Forum International dès leur création. Ça, c'était très clair dans les deux cas. Mais c'est la première fois que le World Economic Forum devient menaçant. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'ils vont venir se frotter à l'ESS et essayer d'en produire une définition qui est la leur, ce qui vraiment ne plaît pas du tout aux deux réseaux. Et on parle même, les acteurs commencent à parler d'une offensive du secteur capitalistique et contre laquelle il faut faire poids. Et donc la question qu'on peut se poser, mais vraiment le seul l'avenir nous le dira, c'est est-ce que face à cet enjeu, donc vraiment l'enjeu de défense des valeurs et des principes de l'ESS, est-ce que cela prévaudra sur les différences d'approche entre les deux réseaux, ESS, Forum International et le RIPES, et est-ce que ça lèvera les difficultés et fera en sorte que les deux réseaux seront amenés à collaborer pour faire poids face au World Economic Forum. Voilà un petit peu le contexte et l'histoire de ces deux réseaux jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Ben, tout d'abord que les différences entre ces deux réseaux, elles vont bien au-delà des contextes de création de ces deux réseaux. Il y a plusieurs critères plusieurs facteurs qui font que ces réseaux se développent de manière très différente au fil des années, comme on l'a vu. On voit aussi que ces deux réseaux sont déployés de manière très différenciée selon leur enracinement historique, mais aussi qui évoluent selon le contexte politique, social et économique où les réseaux se sont construits et développés. Et enfin, on peut aussi voir que finalement, le partage d'objectifs communs, donc vraiment l'objectif de reconnaissance internationale de l'ESS, n'a pas été suffisant pour permettre la collaboration entre ces deux réseaux. Et donc, la conclusion de la conclusion, c'est de dire que finalement, le cadrage politique de chaque réseau international de promotion de l'ESS est le résultat d'un positionnement par rapport au modèle économique dominant, et ce, à chaque étape de l'histoire de ces réseaux. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Marion, pour l'ensemble de ces éléments et ces outils d'analyse pour essayer de lire les modalités et les raisons pour lesquelles nous avons encore une multiplicité de réseaux. Mais néanmoins, j'ai envie de vous poser une première question parce qu'on va se donner un petit temps d'échange maintenant. C'est que, certes, il y a cette diversité de raisons avec la difficulté des rapprochements, mais on peut aussi constater que parallèlement, dans l'ensemble du système des Nations Unies, la reconnaissance de l'ESS a progressé. Donc, est-ce que les deux éléments sont totalement indépendants, parallèles, ou que quand même cette multiplicité de réseaux a contribué à ces progrès? Je vous propose peut-être de prendre plusieurs questions avant de répondre si d'autres veulent s'exprimer. Je vois Michel Dreyfus peut-être. C'est une question sur cet exposé très intéressant. Vous avez bien montré que les coopératives sont présentes, les mutuelles aussi, et les associations. La troisième branche de l'ESS, est-elle présente? N'est-elle pas présente? En France, elles ont mis beaucoup de temps à se constituer en organisation nationale, beaucoup plus tardivement que les coopératives et les mutuelles, mais ailleurs, c'est peut-être différent. Donc, je vous pose la question. Et je vous remercie de votre exposé qui était vraiment très, très intéressant. Merci. Vous avez le micro fermé. Excusez-moi. Juan Pablo Martí, peut-être, si vous voulez poser une question, non? Oui, merci. Et d'abord, je vais demander
et vous m'excusez parce que je ne parlais pas très bien le français, mais je voudrais faire une question parce que je n'ai pas compris si dans l'exposition de Marion, il avait fait mention à les procédances ou l'extraction géographique des membres, des membres de ces différents réseaux. Je crois qu'il y a, pour bien le comprendre, il y a des différences, des claires différences entre les deux réseaux. Je les connais, et- mais il y a une extraction plus large des réseaux de RIPES en termes géographiques, je crois. Et c'est pour ça que je pense que c'est une raison des différences et aussi, bien sûr, les raisons qui, qui a exprimé Marion des différentes conceptions de l'économie et du modèle économique. Vous voulez répondre à ces questions, Marion, maintenant, et j'en prends d'autres après, peut-être? Oui, très bien, je peux commencer à répondre à celle-là. Déjà, merci beaucoup pour vos questions et vos remarques. Alors, est-ce que la reconnaissance, elle est liée à la multiplicité de réseaux? Probablement. Probablement que c'est le fait qu'il y ait plusieurs réseaux qui est, comme j'ai dit, en fait, le fait que chaque réseau avait son approche, mais je pense que les deux approches étaient complémentaires et ont su justement contribuer l'une après l'autre aux différents moments où ça a été nécessaire. Après, le trop grand nombre de multiplicité des réseaux, parfois, peut aussi faire perdre se faire perdre. Par exemple, on voit un exemple concret, c'est au gouvernement français, ces dernières années, on a eu de nombreux secrétaires d'État à l'ESS et dès qu'un nouveau secrétaire d'État arrivait et prenait contact avec nous, on dit: «Bon, expliquez-moi parce que je suis perdu, il y a plein de réseaux, je sais plus, à qui je dois m'adresser, si je veux parler aux représentants de l'ESS, de la société civile, à qui je dois m'adresser?» Et donc c'est vrai que là, dans ces cas-là, ça devient compliqué parce que, bah, la multiplicité fait que c'est compliqué d'avoir un interlocuteur, simple. Mais, le groupe de travail Interagence des Nations Unies que j'ai mentionné, assez rapidement, c'est quand même un lieu assez important où se regroupent, les agences des Nations Unies, mais aussi les différents réseaux internationaux et je pense que c'est dans ce cadre-là que les différents réseaux arrivent à, travailler ensemble et à, apporter, chacun leur contribution, mais être un espace, commun qui, entend la diversité des approches, mais qui fait avancer de manière, commune la reconnaissance en fait, au niveau des Nations Unies qu'on a connu, ces derniers mois. La Sur la question des associations, effectivement, les associations sont pas très présentes. Alors au RIPES, il doit y avoir des associations, représentées dans les membres, aux échelles, locales, enfin aux échelles, dans les continents. Mais par exemple, au niveau de ESS Forum International, ils n'ont pas pour membres des associations nationales et c'est quand même un regret, qui existe. Ce sera un objectif des années futures, effectivement, d'avoir ces grandes associations nationales, membres du réseau. Mais c'est vrai que historiquement, on est plutôt sur des groupes coopératifs et mutualistes. Mais c'est une problématique dont ils sont assez conscients, d'arriver à rattacher le mouvement, associatif, au au réseau. Et cette histoire des coopératives et des mutuelles, effectivement, ça fait lien aussi avec la question de Juan sur les aires géographiques de ces 2 réseaux. C'est vrai que du coup, ESS Forum International, historiquement, c'était créé par des mouvements coopératifs et mutualistes français. Se sont rajoutés, des Québécois et des Belges au départ, donc c'était une approche très francophone initialement, d'où les liens aussi avec, l'économie sociale, mais au fil des années, ça c'est quelque chose qui s'est quand même un peu dissipé. Aujourd'hui, ESS Forum International a des membres en Amérique latine, en Afrique, au Moyen en Turquie, enfin vraiment, a ailleurs en Europe, donc c'est quelque chose qui change aussi au fil des années, mais il y a effectivement le poids historique, franco, québécois qui est assez important et qui a donné l'impulsion de création du réseau. Et à l'inverse, au RIPES, comme je disais, les rencontres de Lima, c'était l'Amérique latine, donc l'économie solidaire était très portée par, l'Amérique latine, aussi avec les mouvements, contre les dictatures, la défense des droits humains, qui étaient très importantes à l'époque en Amérique latine, les mouvements des forums sociaux mondiaux.
et qui donc du coup ont porté vraiment la vision plus économie solidaire, euh, qui voilà, ont lancé le RIPES, sachant qu'aujourd'hui, le RIPES, c'est aussi de représenter l'ensemble des continents. En Amérique, en Asie, par exemple, c'est encore très compliqué de parler d'économie solidaire. On parle plutôt d'économie sociale, voire d'entreprise sociale en Corée du Sud, mais c'est pas du tout, c'est pas parce qu'on utilise le terme entreprise sociale qu'ils n'ont pas, enfin, encore une fois, c'est là la difficulté quand on travaille à l'international, c'est la différence entre les termes et les définitions qu'on met derrière les termes selon les pays. Ça ne correspond pas toujours entre les termes et les définitions. Voilà. Merci de ces précisions. Je crois que Josette, je avais levé la main. Oui, bonjour. Excusez-moi, je reste sans visio parce que je suis malade et donc je suis dans mon lit. Je ne vais pas vous infliger ma tête de grippeuse. D'abord, je voudrais remercier Marion pour cette présentation qui est, je trouve, assez proche, en tout cas, de la réalité que je connais. Je précise que je suis au RIPES Europe et que j'ai été pendant quelque temps aussi au board du RIPES intercontinental. La question du rapprochement des deux mouvements est continuellement abordée. Or, je pense que c'est très important qu'il y ait deux mouvements différents parce que ces deux mouvements rassemblent des sensibilités très clairement différentes, qui ne sont pas ennemies, mais qui sont focalisées sur des formes d'entreprise plus particulières. C'est vrai que ESS, Forum International, est beaucoup sur les coopératives, sur les mutuelles et moins sur les associations. Le RIPES est plus sur les associations, euh, mais la question du droit d'adhésion a été soulevée par Marion et très justement. C'est décourageant, on va dire, pour les petites associations qui n'ont absolument pas les moyens d'adhérer. Par contre, je pense que le fait qu'il y ait au RIPES, nous sommes très attachés à l'horizontalité dans les formes de pouvoir et vouloir à tout prix qu'il y ait un seul interlocuteur, c'est quand même un vrai danger. Nous sommes pour la promotion justement de plusieurs voix et en particulier pour la parité dans la représentation. Et donc, ça ne nous semble pas absolument important qu'il y ait une et une seule représentation internationale, mais que nous puissions, dans certains cas, et nous l'avons prouvé, travailler ensemble, notamment à l'UNFSTE, mais aussi actuellement en Europe, où nous intervenons beaucoup, puisque en Europe, ils sont en train de mettre au point des régulations, disons, pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est plutôt que de se considérer comme des rivaux ou des ennemis, c'est plutôt réfléchir à la façon dont nous pouvons, en alliant nos forces, couvrir un large spectre de finalement ce que représente l'économie sociale et solidaire. Mais il est vrai que nous sommes peut-être beaucoup plus, comment dire, pour utiliser un terme, beaucoup plus exigeants sur la distance à opérer avec l'économie classique et que nous considérons comme l'ennemi à abattre. Et de fait, cette histoire de World Social Forum, c'est tout à fait inquiétant et il faudra qu'on travaille ensemble à contrecarrer leur manipulation. En tout cas, merci Marion. Merci beaucoup. Patricia Toukas. Oui, alors tout d'abord, merci beaucoup Marion pour cet exposé très intéressant. En fait, Josette a évoqué un petit peu la question sur la question que je souhaitais poser.
J'ai été interpellée par ce que vous avez dit, Marion, sur le fait que en 2023, pour la première fois, le Forum de Davos avait été considéré comme un ennemi commun menaçant. Donc, je m'interroge un peu sur la reconnaissance tardive de la nécessité de faire un front commun contre le Forum de Davos. Et est-ce que vous pouvez un petit peu préciser voilà, et cette reconnaissance tardive du danger que peut représenter en fait l'appropriation par le secteur capitaliste de l'entrepreneuriat social, un peu comme un produit d'appel en quelque sorte. Pourquoi si tard? Non, je ne sais pas si c'est une question provocatrice ou une véritable interrogation. Je ne sais pas. On va Les laisser deux. Marion répondre. Oui, merci beaucoup pour ces remarques et cette question. Pour répondre à Josette, je pense pas qu'effectivement il y ait besoin de un représentant. Enfin, quand je disais que les secrétaires d'État demandent un représentant, je pense pas que ce soit la solution non plus. Mais comme Josette l'a souligné, je pense que c'est quand même nécessaire d'arriver à allier les forces lorsque nécessaire, hein. Et jusqu'à présent, c'est vrai que ça a été assez ça a été réalisé certaines fois par RIPES et ESS Format International, mais on a vu que c'était quand même assez compliqué. Donc, pour moi, l'idée n'est pas de, quand je parle de rapprochement, l'idée n'est pas de faire qu'un seul de ces deux réseaux. Et je pense que tout à fait chacun a une identité propre et c'est ce qui fait la force de chacun de ces réseaux. Je parle bien de la capacité pour les deux à travailler ensemble et à faire valoir. Je pense qu'il y a une réelle complémentarité, mais que les deux réseaux ont du mal à faire valoir. Et je pense que c'est vraiment là l'enjeu de chacun de faire valoir leur complémentarité pour allier leurs forces. Et, justement, et alors pour le World Economic Forum, la question c'est pourquoi si tard? Mais j'ai pas compris dans quel sens pourquoi si tard, mais je vais répondre dans les deux sens. Pour moi, c'est le fait que le World Economic Forum s'intéresse maintenant à l'ESS, c'est tout à fait une conséquence de la reconnaissance internationale de l'ESS. C'est parce que aux Nations Unies, on a parlé d'économie sociale et solidaire qu'on a obtenu la reconnaissance internationale, que derrière World Economic Forum, ils se sont dit, ah, ça devient sérieux cette histoire, il faut se méfier. Là, le World Economic Forum a utilisé tous les leviers qu'ils utilisent traditionnellement aux Nations Unies. Le World Economic Forum finance un certain nombre d'agences aux Nations Unies. Ils se sont dit, ah, bah là, il y a quelque chose sur l'ESS, il faut qu'on vienne, il faut qu'on finance pour qu'on ait notre mot à dire dans ce qui se passe, en fait. Et là, c'est quelque chose vraiment de très récent, on parle d'actualité. Je ne l'ai pas mentionné, mais du coup, RIPES et ESS Format International ont à nouveau signé ensemble une lettre avec d'autres réseaux la semaine dernière pour justement interpeller le groupe de travail sur la méfiance à avoir du World Economic Forum qui justement veut promouvoir un entrepreneuriat social, mais qui serait totalement vidé des valeurs et des principes propres et défendus par l'ESS depuis des années. Voilà. Si je peux répondre. Michel Dreyfus, je crois que vous vouliez poser une dernière question peut-être. Oui, une simple remarque. Il me semble que ces réseaux, à la fois en intégrant des organisations très anciennes telles que la CI, ont une histoire tout à fait récente. Ce sont des réseaux récents qui existent depuis une vingtaine d'années, ce qui est excessivement peu, excessivement peu. Il serait intéressant de savoir d'ailleurs pourquoi ils se sont créés à cette date, en intégrant encore une fois des éléments beaucoup plus anciens, mais pourquoi se sont créés finalement au début des années 2000? Je ne sais pas si vous avez des idées, je pose cette question. Là, comme ça, j'ai pas la réponse. Effectivement, ça serait intéressant de comprendre pourquoi cette date et pas avant. Mais j'ai l'impression qu'avant, on avait plutôt le mouvement coopératif d'un côté, le mouvement associativiste d'un autre, le mouvement mutualiste. Et il n'y avait pas cette idée de faire corps et de rassembler tous les mouvements. Et je pense que c'est ça qui a pris du temps à comprendre que le mouvement coopérativiste et le mouvement mutualiste, par exemple, avaient des points communs et qui pouvaient mener un certain nombre de combats ensemble. Et un exemple très concret, c'est que l'Alliance coopérative internationale n'a reconnu et n'a promu l'économie sociale et solidaire dans son ensemble officiellement que depuis 2019. Donc ça fait que 4 ans que l'Alliance coopérative internationale parle d'économie sociale et solidaire et se reconnaît comme membre de l'économie sociale et solidaire.
Donc, c'est pour dire la difficulté qu'ont ces mouvements pourtant très historiques à vraiment se replacer dans une économie sociale et solidaire plus globale. Voilà les éléments de réponse que je peux apporter aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois pas d'autres demandes de parole. Euh, Est-ce que je peux juste Faites, faites seulement, rajouter quelque chose? faites seulement. Juste rajouter quelque chose, il faut dire aussi que les concepts tels que économie solidaire ont émergé tardivement et que c'est autour de ces concepts-là en particulier que le RIPES intercontinental et ensuite les RIPES Europe, Asie, etc. se sont consolidés. Et ce terme d'économie solidaire, il nous vient de l'Amérique du Sud où il était déjà en place. Et donc, c'est par contagion, je dirais, que ça a obligé les acteurs de l'activisme économique, social et solidaire à réfléchir et à revoir précisément les chartes de valeurs qui étaient en jeu dans cette économie. Mais le concept lui-même d'économie solidaire, il a 20 ans justement, il est récent. Oui, oui, tout à fait. Économie solidaire assez récent. Et finalement, c'est dès l'émergence du concept économie solidaire que s'est créé le RIPES. Mais à l'inverse, l'économie sociale était un concept beaucoup plus ancien qui prend racine au 19e siècle et qui pour autant, il n'y avait pas de réseau économie sociale au niveau international avant. Voilà. Merci beaucoup de toutes vos questions et de toutes les analyses de Marion. J'ai un petit peu envie, non pas de conclure, mais de faire peut-être une remarque sur le fait que la diversité des origines de l'économie sociale et solidaire est telle que l'idée de fusionner ou de rapprocher des réseaux interroge, parce que j'ai envie de dire, plus il y a de réseaux, plus l'économie sociale et solidaire sera quelque part représentée et plus la diversité des origines et des points de vue pourra peut-être se faire valoir, hein. Sauf effectivement si d'autres stratégies apparaissent à l'horizon qui impliqueraient peut-être, pour un plaidoyer plus important, d'avoir des rapprochements. Mais bon, je ne sais pas. On verra effectivement la suite, mais on a quand même l'impression que les mouvements s'accélèrent un peu dans les dernières années. C'est un peu ce que disait Michel Dreyfus sur le fait que pourquoi 2020, pourquoi 2000 et pas avant. Donc là, on est effectivement du côté des organisations des Nations Unies aussi dans une accélération. Donc on peut imaginer qu'il y a des synergies qui se créent. Merci beaucoup. Je vous propose de passer maintenant à la seconde approche que nous avons ce soir, qui est la problématique de voir comment les organisations multilatérales, ou tout au moins certaines organisations multilatérales, sont armées pour répondre ou pour agir face aux crises, et notamment à la crise que nous connaissons, sur l'aggravation du réchauffement climatique sur leurs différents territoires. Est-ce que leurs pratiques et la manière dont elles interviennent ne sont pas un peu des héritages du passé qui ne sont pas forcément très adaptés à la problématique d'aujourd'hui. Pour ceci, je vais laisser la parole à Vincent Pradier, qui est chercheur doctorant à l'IAE Paris, de Panthéon-Sorbonne, et qui a une expérience d'intervention dans des ONG françaises et qui a travaillé sur ces enjeux de traduction écologique dans la gestion des ONG, et notamment dans une perspective de décolonisation. Donc, je vous souhaite je vous cède la parole, pardon. Vincent, c'est à vous. Merci, bonjour à tous et toutes. Est-ce que vous pouvez aussi me mettre, ou Marion, tu peux, Alors, j'espère que ça va marcher cette fois. Alors, pour que je puisse partager mon écran, tant que vous faites, voilà. le temps que ça se passe. Merci déjà pour l'invitation à présenter
Ce soir, je suis content d'intervenir après Marion, parce qu'on se côtoie régulièrement, mais on n'a jamais trop intervenu ensemble. Donc, et ça va peut-être faire écho à des éléments que je vais vous présenter. Donc, moi, je suis effectivement doctorant. Alors, je crois qu'il y a pas mal de... Voilà. Je pense que vous voyez mon écran. Oui. Je crois qu'il y a pas mal Je crois. d'économistes ou d'historiens. Moi, je suis gestionnaire, donc j'aurai un tropisme de gestion. Je m'en excuse par avance, mais et donc je travaille sur ce sujet-là. Comment est-ce que les ONG de solidarité internationale arrivent à concilier impératifs humanitaires et transition écologique? Je fais ça sous la direction de Philippe Hainaut, que vous connaissez peut-être, et d'Emmanuel Garbe. Euh, Peut-être pour commencer, vous dire que je vous ai mis un extrait que j'aime bien, qui est un extrait une déclaration d'engagement des principales organisations dites humanitaires en décembre 2020, qui déclarait que l'urgence climatique et environnementale est une urgence planétaire. Les actions des organisations de solidarité, aussi cruciales soient-elles, peuvent générer des impacts environnementaux et climatiques. La prise en compte de ces enjeux est donc une question de cohérence globale. J'en parlerai un peu sur la fin. Moi, c'est cette question-là que j'aborde dans mon sujet de thèse. Je suis en 4e année de thèse, donc plutôt sur la fin. Comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux et notamment, comment est-ce que les ONG arrivent à répondre à ces multiples injonctions à réduire leur empreinte environnementale comment est-ce qu'elles gèrent l'évolution de leur terrain d'intervention, je vais en parler, et puis comment est-ce qu'elles travaillent différemment sur les territoires. Alors, moi je me suis... Pourquoi j'ai proposé d'intervenir ce soir, c'est qu'en fait, à la lecture de l'appel à communication que vous avez publié, il me semblait que les ONG avaient au moins 3 caractéristiques historiques qui permettaient d'illustrer les axes du séminaire. Le premier, c'est que les ONG sont des actrices historiques et structurantes de l'ESS, même si, on en pourra en reparler, elles ne se revendiquent pas forcément de l'ESS ou elles ne gravitent pas forcément dans les mêmes sphères. La plupart sont des associations, donc elles font de facto partie de l'ESS. Les ONG sont aussi le fruit de l'histoire thermo-industrielle des pays occidentaux. Elles sont par essence, et j'y reviendrai, très émettrices de carbone, elles l'ont toujours été, comme les pays occidentaux. Et puis les ONG sont ancrées dans l'histoire coloniale des pays occidentaux, ne serait-ce que parce que, on va reparler, elles se sont quand même beaucoup développées au moment des décolonisations. Et donc ça me semblait 3 axes qui étaient, je crois, dans les axes du séminaire assez intéressants sur lesquels mon projet de thèse peut venir apporter des éléments. Alors, moi, quand je parle d'ONG, je dis tout de suite, ONG, c'est impossible à définir, parce qu'il y a une pluralité mondiale de situations. On ne définit pas ONG de la même manière qu'en France, qu'on l'a défini en Belgique. Par exemple, en Belgique, pour être une ONG, il faut être préaccrédité par l'équivalent du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et donc, ce sont des associations qui deviennent ONG par un système de préaccréditation. Ce n'est pas du tout le cas en France. Voilà, les ONG sont plurithématiques, elles interviennent sur la santé, l'éducation, et puis c'est surtout des acteurs situés, et donc on ne peut pas comprendre une ONG si on la resitue pas dans son contexte. Moi, je vais surtout parler des ONG occidentales. Quelques dates, j'ai plein d'historiens, donc peut-être que vous le savez tout à fait, et je ne savais pas trop qui serait là ce soir, donc peut-être quelques éléments. Alors, j'ai quand même mis les premiers mouvements chrétiens et laïcs qui sont des vieilles structures associatives, mais c'est vrai que les ONG apparaissent. Alors, le concept d'ONG apparaît, lui, dans la Charte des Nations Unies à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, mais on a quelques mouvements qui apparaissent au 19e siècle, le mouvement international de la Croix-Rouge, les premières ONG anglo-saxonnes plutôt connues comme Oxfam, CARE, les premières ONG dites de développement en France, le CC des Terres solidaires, par exemple. Et puis l'apparition très médiatisée dans les années 70 du mouvement sans frontiériste, Médecins sans frontières, Médecins du monde et compagnie. Et c'est un secteur qui a connu sur les 50 dernières années quelques grandes phases. La première, c'est les années 80, c'est-à-dire que c'est cette idée que apparaissent des conflits entre ONG et que l'aide, en fait, elle peut nuire. Comme le secteur associatif, à partir des années 90, une managérialisation du secteur, l'importation d'un certain nombre de règles de gestion issues du New Public Management. Les années 2000 caractérisées par la montée en puissance du mouvement altermondialiste et en même temps des sociétés du sud global. Et puis, à partir des années 2010, cette idée, c'est ce dont je vous parlerai sur la fin de ma présentation, qu'il faut à la fois lutter contre l'inégalité et contre le réchauffement climatique. Une ONG, c'est quoi? Voilà, je m'arrêterai après sur les définitions, comme ça c'est dit. Moi, j'utilise la définition dite de Philippe Riefman, qui fait assez consensus en France, qui dit qu'une ONG, c'est une organisation de citoyenne, qui a une forme juridique non lucrative. Donc, ça peut être association, mais en France, il y a des ONG qui sont des fondations, par exemple. Plan International est une fondation, et SOS Village d'Enfants est devenu une fondation. C'est des structures qui ont un rapport aux puissances publiques, privées, nationales et internationales. Elles ont une référence à des valeurs et puis surtout, elles ont un caractère transnational dans leur activité. Voilà, c'est ce type de structure-là que j'étudie.
Ce qui est vrai, c'est que c'est un secteur en croissance depuis de nombreuses années, et non avec beaucoup de critiques. Alors lié, mais là, très certainement, je vous apprendrai rien, mais lié à minima à trois éléments de contexte qui explicitent cette croissance. Le premier, c'est comme en France, hein, un recul très fort de l'État depuis les années 70, avec une idéologie dominante, en particulier dans les pays d'intervention des ONG, j'y reviendrai, qui minimise le rôle de l'État en termes d'accès à la santé, à l'éducation, aux services sociaux, aux soins. Là, je n'apprends rien. Ce qui est vrai, c'est que, on y reviendra un peu plus tard, on a aussi, depuis les années 70, une explosion des besoins et des demandes de services, en particulier dans les anciens pays colonisés, dans toutes les politiques publiques. On a un accroissement très fort depuis quelques années, j'y reviendrai, de l'aide publique au développement. Donc, il y a une explosion des besoins, et en particulier des besoins humanitaires, et qui s'accroissent, j'y reviendrai au regard des crises environnementales. Et puis, on a aussi une sophistication des contextes, des conflits multi-acteurs, une multiplication des catastrophes naturelles, et tout ça complexifie la gestion et justifie en fait une place croissante de la société civile, en particulier au Nord, dans l'espace démocratique et politique. Ça amène quoi d'un point de vue de la gestion? Qu'est-ce que ça a amené en tout cas d'un point de vue de la gestion? En fait, ça a amené un pouvoir croissant des financements publics sur la gestion. Premièrement, l'élaboration de normes et de mesures de rendement. Et donc, les ONG sont aujourd'hui, j'y reviendrai, des pourvoyeuses très fortes de normes de gestion, hein, de pratiques de gestion particulières. Le développement de processus de standardisation, de routinisation des activités, un nombre croissant de compétences techniques et de gestion adaptées à la réalité de ces organisations. Une professionnalisation du secteur avec le recrutement j'y reviendrai, de travailleurs à temps plein, rémunérés, accrédités, et puis une recherche d'indépendance avec une logique de mise en concurrence et de commercialisation de certaines activités des ONG. Bon, là aussi, peut-être que je vous apprends rien. Tout ça amène en fait les ONG à connaître depuis une vingtaine d'années une hypertrophie administrative, une inflation de la dimension bureaucratique de leur gestion, ne serait-ce qu'en termes de transparence. Les ONG produisent énormément de données en ligne, produisent des rapports d'activité, sont soumises à un certain nombre d'obligations d'évaluation de leur impact, d'audit de leur compte, etc. Il y a un certain nombre de labels qui se structurent autour de normes collectives, que ce soit dans l'action humanitaire, par exemple, le CHS Alliance, qui a un label qui normalise la façon dont fonctionnent les ONG humanitaires, mais aussi des labels très inspirés du milieu lucratif, comme le FQM. Et puis un certain nombre j'y reviendrai, mais un certain nombre en fait de scandales ou de problématiques ou de critiques qui ont pu émerger dans les années depuis 20 ans, qui ont amené les ONG à s'auto-administrer de la norme. En particulier les questions des violences sexistes et sexuelles. Il faut savoir que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2018, il y a eu un cas très fort d'Oxfam, Grande-Bretagne, accusé d'avoir des salariés accusés d'avoir eu recours à la prostitution en Haïti. Donc, ça a entraîné en fait la mise en place de ce qu'on appelle de mesures de sauvegarde qui sont aujourd'hui assez structurantes dans la gestion des organisations. Et puis, depuis quelques années, tout ce qu'on appelle les mesures de contre-terrorisme ou de lutte contre le blanchiment d'argent, les ONG intervenant dans des contextes par essence en crise, elles sont très contraintes dans la façon dont elles gèrent les flux financiers, donc elles doivent rendre des comptes, elles doivent ce qu'on appelle souvent screener ou cribler les personnes avec lesquelles elles travaillent pour s'assurer que ces personnes-là ne sont pas liées de près ou de loin à des enjeux de terrorisme. Donc tout ça crée une sorte d'hypertrophie administrative dans la gestion des ONG qui s'explique et qui s'accroît depuis une vingtaine d'années et qui amène en fait les ONG à connaître quelques critiques principales. La première, c'est que en fait, c'est un secteur qui est fortement concurrentiel. Dans l'accès au financement et l'accès aux espaces politiques et médiatiques, et c'est un secteur qui est de plus en plus concurrentiel. Il y a un certain nombre de désillusions, de déromantisation liées depuis une vingtaine d'années à l'action des ONG. Est-ce que finalement elles remplissent les promesses auxquelles elles se sont fixées? Un certain nombre de critiques émergent aussi sur finalement est-ce que les ONG ne remplacent pas les États et est-ce qu'elles ne le font pas mal dans un certain nombre de pays? Est-ce que finalement, en particulier les ONG d'urgence, ne sont-elles pas des freins à l'émergence d'acteurs politiques publics en capacité de prendre en charge un certain nombre de vulnérabilités? Et puis ça reste, j'y reviendrai, un secteur qui est
très aujourd'hui ancré dans une vision nord-sud du monde. Et que, en fait, aujourd'hui, ce sont surtout les acteurs occidentaux qui s'accaparent les financements pour un certain nombre de raisons. Et donc, un secteur qui est très dominé par les acteurs du Nord et de l'Ouest. Et qui, d'une certaine manière, reproduit des dissymétries issues de l'histoire coloniale. J'y reviendrai. Pour vous donner quelques éléments sur aussi pour le panorama des ONG en France que j'étudie. En France, Coordination Sud, donc je ne l'ai pas dit, je suis en convention CIFRE au sein de Coordination Sud. Coordination Sud, c'est la plateforme des ONG, membres du mouvement associatif. Donc on est la coordination des ONG de solidarité internationale. On considère il y a environ 500, 450 à 500 ONG managérialisées ou gestionnaires, donc qui ont des pratiques de gestion minimale. Quand on regarde les associations caritatives, on est plutôt sur 60 000 associations de bénévoles, mais nous, notre champ et le champ que j'étudie est plutôt celui des 400 à 500 associations managérialisées. Et ce que vous voyez sur l'élément à gauche, c'est qu'en fait, c'est un secteur qui est très bipolaire avec quelques très grandes ONG qui ont pignon sur rue, qui sont très connues, et puis une pluralité de grandes, petites, moyennes. Alors, les très petits, petits, moyens, grands, très grands, c'est des classifications budgétaires. Très petites, c'est moins d'1 million d'euros de budget. Petite, c'est moins de 3 millions. Moyenne, c'est entre 3 et 10. Grande, c'est entre 10 et 50. Et très grande, c'est plus de 50 millions d'euros de budget annuel. Donc, on est sur un secteur, un oligopole à frange, pour le dire comme ça. On a quelques majors que sont les grandes ONG et puis toute une myriade de petits labels. Ce qui est intéressant, c'est que peu, en fait, sur les ONG qu'on identifie, se définissent comme humanitaires. Ce qui est vrai aussi, c'est que c'est un secteur qui, en France, croît énormément. On a, là, par exemple, sur la dernière ressource, la slide que je vous donne, on a une augmentation de quasiment 43% des ressources mobilisées sur le secteur entre 2016 et 2020. Donc, c'est un secteur qui pèse 2,3 milliards d'euros de ressources, et surtout lié très fortement, je pourrais vous donner plus d'éléments si ça vous intéresse, mais à une augmentation forte des financements publics dans les ressources qu'elles mobilisent, ce qui est particulier, puisque on est par ailleurs, quand on regarde d'autres types de secteurs associatifs, plutôt sur un ratio inverse. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on regarde le poids des 5 plus grandes ONG, aujourd'hui, les 5 plus grandes ONG, Médecins sans frontières, que vous connaissez, Handicap International, représentent quasiment 70% de toutes les ressources mobilisées par ce secteur. Quand on prend les 10 plus grandes, on est quasiment à 75%. Dans les années 2000, les 5 plus grandes, c'était 33%. Voilà, en 2010, c'était 45%. Donc en fait, on est vraiment sur une dynamique de multinationalisation des grandes ONG au détriment de structures plus petites. Quand on regarde les dépenses, alors la bonne nouvelle, c'est que les ONG dépensent l'argent qu'elles mobilisent, c'est plutôt intéressant. Quand on regarde les secteurs d'intervention, les terrains d'intervention des ONG françaises, on constate assez fortement quand la plupart des pays d'intervention sont les pays qui sont des anciennes zones coloniales de l'Empire français. Voilà, vous avez Madagascar, vous avez le Burkina Faso. Alors là, c'est des éléments en 2020. Hein, donc peut-être qu'avec la situation Sahel actuelle, en particulier au Mali, au Burkina Faso, au Niger, les choses sont amenées à évoluer, mais en tout cas, jusqu'en 2020, on est, vous voyez, sur le plus sévère, plus il y a des ONG. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous prenez la liste à gauche là, des 10 terrains d'intervention privilégiés des ONG françaises, il faut savoir que c'est une liste qui ne bouge pas depuis 20 ans. Si ce n'est la France qui augmente, qui n'existait pas avant, qui existe depuis quelques années. On a un repositionnement de certaines ONG en France. Mais c'est une liste, voilà, le Bénin, le Togo, le Cameroun, le Sénégal, le Burkina Faso, Madagascar, ce sont Haïti, c'est des pays d'intervention très forts qui sont des anciennes colonies françaises. Si on regarde des éléments salariaux, ce qui est vrai aussi, c'est qu'en fait, c'est un secteur qui est de plus en plus localisé. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous regardez le personnel national, sur les 42 000 salariés qu'il y a dans le secteur des ONG françaises, quasiment 35 000, donc c'est 80% des personnels recrutés sont des personnes de contrat national. Ce n'est pas forcément d'ailleurs des personnes qui ont la nationalité du territoire, c'est souvent des personnes de la sous-région, mais les contrats sont des contrats nationaux, et on a de moins en moins d'expatriés. Alors c'est lié à trois sujets, hein, la question sécuritaire, il y a un certain nombre de pays où on ne peut plus envoyer d'expatriés, la question éthique, de localiser, de faire en sorte que les problèmes soient pris en charge par les premières personnes concernées, c'est-à-dire celles qui habitent les territoires, et puis il y a des questions financières, ça coûte moins cher d'avoir des salariés de droit local que des expatriés. Ce qui est vrai, c'est que ça, quand on regarde les
On vous entend plus, là. Je ne sais pas si les autres participants entendent, là. On vous entend. Non, moi non plus, j'entends Non, plus. n'entends pas. On n'entend plus rien. C'est Ça avait bloqué. figé chez Vincent, peut-être qu'il a un Ouais. problème Ah, de c'est Vincent qui connexion. a peut-être appuyé sur un. Non, il y a une rupture de connexion, a priori. Vous Oui. avez peut-être une rupture de connexion parce que, voilà. Ah, on est parti. Je pense qu'il va peut-être se reconnecter. Mm. Il avait quelques soucis techniques avant la réunion au début, donc Ah, peut-être que il y avait ça des s'est soucis techniques reproduit. avant la réunion. Euh, Oui, que euh, là, mais il devrait revenir, je pense. oui, je pense qu'il va se reconnecter. Il me dit qu'il a été déconnecté, il revient. Et qui revient. D'accord, on va l'attendre alors. Le, Pardon, excusez-moi, j'ai été déconnecté, je ne sais pas pourquoi. oui, oui, la technique. Ouais, ouais, je veux bien que vous repartager, comme ça je vous repartage là où j'en étais. Non, mais je crois que. Ouais, je veux bien que vous me partagiez je Ouais. puisse Ah ouais. être haute. Alors, théoriquement, ça aurait déjà dû être fait. Voilà. Oui, c'est bon. Donc excusez-moi, je vous ai perdu un instant. On va revenir. Je vous en prie. On va reprendre, il n'y a pas de souci. Euh, Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est que c'est un secteur qui croît et c'est un secteur dont la croissance est aussi fortement liée à l'augmentation de l'aide au développement d'une manière générale. Euh, Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a un secteur, et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce que je vous expliquais sur la question environnementale, en fait, qui connaît trois injonctions assez contradictoires dans la gestion, et injonctions qui s'expliquent par l'histoire que j'ai rappelée brièvement. La première injonction, c'est l'injonction à être local. Il y a un agenda que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'agenda de localisation de l'aide, où l'idée, c'est de dire, bah, finalement, il faudrait que l'aide internationale soit apportée en priorité par les personnes concernées par les territoires. Et donc, il y a une nécessité de faire en sorte de réduire les intermédiaires entre l'aide internationale apportée et puis les attributaires de l'aide, ou ce qu'on peut appeler les bénéficiaires. Donc, ça veut dire notamment moins d'ONG internationales qui redistribuent des fonds jusqu'au bout de la chaîne. Donc, ça veut dire assumer une place différente vis-à-vis de leurs partenaires, des acteurs territoriaux avec lesquels on travaille. Et puis, ça veut surtout dire peut-être enfin, des enjeux aussi très directs liés à la question de la gestion de ces fonds. La deuxième injonction qui vient complètement à l'encontre de cette première injonction-là, c'est la question de l'intégration des normes, de la mesure du contrôle. C'est intégrer un certain nombre de nouveaux enjeux dans la conception, la suivi des interventions, le genre, l'environnement, je vais en reparler, les outils de contrôle, de gestion des risques, ce qu'on appelle les normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui viennent ajouter de la charge de gestion qui est complètement contradictoire à l'idée qu'il faut que l'aide soit la plus souple possible, ou en tout cas la plus simple à gérer par les personnes concernées par les projets. Et puis la dernière injonction, c'est d'être agile, collectif, travailler en consortium, en numérique. Et là aussi, ça vient complètement percuter
un certain nombre de problématiques de gestion très concrètes qu'imposent les bailleurs dans la gestion de l'aide. Et donc, ces ONG, elles sont, à mon sens, à un tournant dans leur modèle économique. Je n'y reviendrai pas trop, mais elles sont aujourd'hui beaucoup challengées par d'autres types d'acteurs, d'autres types d'organisations, des fondations qui sont aujourd'hui des fondations actrices. Je pense par exemple à la fondation Bill et Melinda Gates, qui est le premier contributeur ou le deuxième contributeur de l'OMS. Dans l'architecture de l'aide, elles sont très challengées dans un monde qui se désoccidentalise, qui se multipolarise. Qu'est-ce que ça veut dire être une ONG issue du monde multilatéral et ne plus être remise en question dans la légitimité de son action face à l'enjeu technologique, j'y reviendrai pas trop, et surtout face à la question climatique. Il me fait une petite transition sur cette question-là, qui, à mon sens, éclaire les trois objectifs que j'ai posés au début. La question de la gestion de l'enjeu climatique. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde l'enjeu climatique, vous ne le savez peut-être pas, mais la première des choses, c'est qu'on voit, et c'est assez attesté, que l'augmentation de la population terrestre est directement, l'augmentation de la température du globe est directement corrélée à l'augmentation de la population mondiale. Voilà. Et qu'on sait qu'aujourd'hui, le GIEC le dit, que les effets du réchauffement climatique, l'humain a des effets sur le réchauffement climatique. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le deuxième tableau à droite, là, en fait, quand on regarde, alors c'est souvent comptabilisé, une mesure qu'on utilise souvent, c'est la tonne carbone par habitant. En fait, quand on regarde le poids carbone d'un moyen par habitant, on s'aperçoit qu'il y a des dissymétries très fortes liées à une histoire, en particulier un fait qui est le fait colonial, où en réalité, les pays qui sont les plus impactants sur l'environnement, ce sont les pays occidentaux, Europe et États-Unis, Amérique du Nord, et puis les pays les moins impactants sont les zones en particulier sont les zones plutôt anciennement colonisées, ou alors il y a des exceptions prêtes, c'est tout le sujet des derniers jours, les pays exportateurs de pétrole qui sont eux aussi très impactants. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, on sait que pour un monde soutenable, la trajectoire idéale, c'est d'être à 2 tonnes par an par habitant. On voit qu'en fait, un certain nombre de pays, en particulier en Afrique, sont largement en dessous de ces 2 tonnes par an. Et qu'en fait, la question du réchauffement climatique, elle pose la question de la responsabilité, certes commune, mais différenciée des pays. D'autant plus que, je ne l'ai pas dit, mais les pays qui sont le plus impactés par le réchauffement climatique sont les pays qui sont, par ailleurs, les moins émetteurs de carbone. Ce qui est vrai, c'est que je vais vite là-dessus, mais en fait, ces questions-là, elles vont avoir le réchauffement climatique va avoir des impacts très directs sur les vulnérabilités que traitent les ONG, sur le droit à l'alimentation, par exemple, l'accès à l'eau, climat, justice sociale, catastrophes naturelles. On sait que le climat, le réchauffement climatique entraîne un certain nombre de nouvelles catastrophes qui vont devoir être gérées par les organisations humanitaires. On va avoir de plus en plus de personnes qui vont être dans des situations de famine avérée ou d'insécurité alimentaire. Donc voilà, il y a des impacts très clairs sur les plus vulnérables. Et on parle souvent, quand on parle de ces sujets-là, dans la gestion de 2 concepts que sont l'adaptation, c'est comment est-ce qu'on travaille sur la capacité des populations à être plus résilientes au choc climatique, et puis ce qu'on appelle la mitigation, c'est la réduction de l'empreinte qu'on peut collectivement ou individuellement avoir. Moi, vous le savez peut-être, donc je m'étends pas trop là-dessus, mais si vous avez des questions. Ce que nous dit le GIEC, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il dit finalement, donc je l'ai dit, le réchauffement climatique concerne toute la planète, mais il y a des vulnérabilités variables d'une région à l'autre, sous l'effet de ce qu'il appelle des schémas de développement socio-économique et permanent d'inégalité liés à l'histoire, notamment coloniale. Et ça, c'est intéressant, je l'ai pas écrit sur la slide, mais c'est ce que dit le rapport du GIEC. Il dit finalement, sur ces territoires, il y a eu un certain nombre de réponses inadaptées qui ont pu créer des verrouillages et de la vulnérabilité et des risques qui exacerbent en fait les inégalités existantes. Et il dit là où ça marche, là où il y a une sorte de développement résilient, c'est quand on a des organisations qui donnent la priorité à la fois à la question environnementale, mais aussi à la question sociale et politique. Et donc, les ONG, à mon sens, sont à ce titre intéressantes pour ça, parce que ce sont des structures qui ont une gestion interculturelle, elles interviennent dans des territoires qui sont durablement dégradés. Et puis, pour le gestionnaire, c'est des organisations non lucratives, ce qui donne des éléments intéressants en termes de contribution à la gestion. Vous le savez peut-être pas, je vous lis pas tout le tableau, ce qu'il faut le dire, c'est vraiment ce qui est à droite. Vous le savez peut-être pas, mais depuis 2020, en fait, la question environnementale est devenue une question assez structurante du secteur des ONG. La première, c'est que le principal bailleur de l'aide humanitaire, ECHO, en fait, et ça a été confirmé cette année, a écrit un certain nombre d'obligations d'engagement que doivent avoir les ONG qui sollicitent de l'aide humanitaire. Donc, ça veut dire un certain nombre de pratiques dans la gestion de réduction de leur empreinte environnementale. Donc, ça contraint de facto la façon dont les ONG peuvent déployer leurs projets à partir du moment où elles sollicitent ce type de financement. Et en fait, depuis 2021, il y a un certain nombre donc je l'ai dit en introduction, mais des ONG qui sont engagées. Le CICR a produit une charte
sur l'environnement et le climat. Donc le CICR, c'est le Comité international de la Croix-Rouge, qui a fait une déclaration d'engagement. Et donc on a un secteur en fait qui, comme sur d'autres types d'enjeux, depuis 3 ans, produit de la norme et produit de la contrainte. Et en tout cas, produit des pratiques particulières dans la gestion des projets pour permettre de gérer cette question climatique. Et ça, moi, c'est ça que je regarde. D'où ça vient et comment est-ce que les structures le font. Je l'ai dit au début. Il me semble que pour aborder ça, et c'est la partie un peu théorique de ma présentation, je mobilise beaucoup des approches que je trouve intéressantes sur ce type d'organisation, dans ce type de contexte, qui sont les approches décoloniales, qui sont des approches plutôt issues de penseurs sud-américains, qui nous disent que finalement, la question coloniale, le fait colonial a produit des politiques porteuses de colonialité, c'est-à-dire des pratiques ou des façons de penser le monde qui infériorisent de manière prétendument naturelle toute pratique ou toute conception du monde ou toute philosophie qui n'est pas occidentale, ce que Saïd a appelé l'orientalisme. Ce qui est vrai, c'est que ça, très concrètement en gestion, ça se traduit dans un certain occidentalocentrisme de la gestion, c'est-à-dire que les façons de gérer sont très empreintes d'une rationalité occidentale qui serait soi-disant naturelle, pour qui les concepts d'efficacité, de rentabilité sont prétendument naturels, ce qui n'est pas forcément le cas. Et en fait, ce que ça nous dit, c'est que finalement, dans un certain nombre de pays, finalement, il y a des hybridités de ces pratiques, il y a une certaine pluriversalité de la façon d'appréhender le monde et que peut-être que la gestion occidentale, elle est souvent challengée dans la mise en place des outils qu'elle déploie. Et que finalement, tout ça, ça interroge aussi ce qu'on appelle les subalternes, c'est qui produit le récit et qui impose certaines pratiques de gestion. Il y a un sous-courant de ces concepts-là, ce qu'on appelle l'écologie décoloniale, qui dit finalement toutes les littératures autour du système Terre, Bruno Latour, etc., elles sont très intéressantes, mais c'est peu articulé à la question coloniale. Et qu'en fait, on peut en ressentir parfois l'impression d'un anthropocène un peu blanc, c'est-à-dire finalement la question environnementale, c'est encore un problème du sauveur blanc, quoi. Et qu'en fait, dans les pays d'intervention des ONG, un certain nombre de problématiques environnementales sont particulièrement liées à la façon dont ces pays ont été colonisés et décolonisés. Et qu'en fait, on peut difficilement appréhender la question environnementale dans ces agencements géophysiques si on n'appréhende pas la façon dont ces questions-là, elles ont aussi été articulées dans des agencements socio-économiques qu'a produit l'histoire coloniale. Et qu'en fait, c'est intéressant pour appréhender cette question-là de réancrer la question environnementale sur ces territoires-là à la façon dont l'histoire coloniale a façonné ou pas des modalités d'organisation collective, politique et démocratique. Donc moi, c'est ce que je regarde. Je m'intéresse à plusieurs ONG, des ONG humanitaires, des ONG de développement, en particulier dans 2 pays, que sont le Burkina Faso et le Sénégal, où je suis allé voir voilà, 3 ONG humanitaires, 3 ONG de développement de tailles différentes, le GRET, le CCFD Terre Solidaire, le Secours catholique, Alima, Médecins du Monde, Solidarité Internationale, puis d'autres ONG. J'ai fait voilà, à peu près 80 entretiens, 90 entretiens. Je vais voir plusieurs projets sur ces 2 territoires-là pour comprendre qui sont donc des organisations qui sont fortement engagées sur ces questions-là, pour comprendre comment est-ce qu'elles arrivent ou pas à gérer cette question environnementale et comment ça se traduit dans la gestion de leur projet. Un exemple très concret pour vous illustrer ça, le GRED, donc qui est une ONG de grande taille, elle a une stratégie où il y a 3 piliers. La question, la première, c'est réduire les émissions, donc elle travaille sur sa réduction environnementale. Comment est-ce que moi, en tant qu'organisation, j'émets moins de carbone? La deuxième, c'est plutôt dans les projets qu'elle fait. Comment est-ce qu'elle accompagne la transition écologique? Par exemple, elle fait des projets de santé, de formation professionnelle. Comment est-ce qu'on accompagne ça? Et puis, elle réfléchit un peu à la question de la compensation des émissions. Voilà, donc ça, c'est un exemple de stratégie que j'ai analysé. Je vous rassure, il me reste plus beaucoup de slides, je suis plutôt sur la fin. Du coup, pour vous donner quelques éléments de résultats et qui viennent un peu illustrer tout ce que je dis là, c'est que la première des choses déjà, c'est que la question du réchauffement climatique, en fait, il y a une vraie matérialité appréhendée par les personnes qui vivent sur ce territoire-là du réchauffement climatique. Et je pense qu'on oublie souvent qu'en fait, les personnes qui vivent au Burkina Faso, au Sénégal, dans des zones qui sont très fragiles, en fait, les personnes ont tout à fait conscience que le climat se réchauffe, parce qu'il y a des problématiques d'accès, d'acidification des sols, d'accès à l'eau, voilà, il fait chaud plus longtemps, il y a moins de pluie, enfin, donc les personnes sont très conscientes, bien plus que nous d'ailleurs, que le réchauffement climatique existe. Ce qui est vrai, c'est que en fait, ces injonctions contradictoires dont je vous parlais, elles pèsent aussi clairement sur les chaînes de gestion.
Et qu'en fait, les ONG, parce qu'elles sont dans ces injonctions contradictoires historiques, en fait, elles ont du mal à déployer des pratiques qui soient plus soutenables. Je vais vous prendre un exemple. Puisque les ONG sont obligées de faire cofinancer des projets, on peut avoir, et que les bailleurs, et que par ailleurs, quand on achemine du matériel médical, par exemple, en Afrique, en fait, d'un point de vue carbone, c'est plus économe d'acheminer le matériel par bateau, ça émet moins de carbone, mais c'est plus cher que par avion, qui, lui, émet beaucoup plus de carbone. Et donc, quand on a des règles de bailleurs, par exemple, qui imposent ce qu'on appelle du moins 10 ans plutôt que du mieux 10 ans, et donc qui font que les ONG peuvent pas, très concrètement, parce qu'elles sont financées par des bailleurs, en fait, transformer leur façon de faire. Ce qui est vrai, c'est que les ONG produisent là-dessus énormément elles ont des approches très normalisantes. Je vais vous donner un exemple. Médecins du Monde, sa première activité, ça a été de structurer un bilan carbone, donc un outil de bilan carbone. C'est un tableau Excel avec à peu près 60 indicateurs qui vont du nombre de litres de fuel utilisés par les voitures à du nombre de kilowatts émis par les différentes sièges, et donc qui a envoyé ça au Burkina Faso. Et donc, le Burkina Faso, l'équipe du Burkina Faso a renvoyé le document rempli. Et donc, au siège, les gens sont très contents, le document est très rempli. Puis moi, quand je me suis rendu au Burkina Faso, j'ai posé la question aux personnes qui étaient sur place. Je dis, oui, mais ça, quand même, il y a des chiffres, vous avez des infos, quoi, parce que c'est quand même bizarre, le nombre de kilowatts émis sur tel type de... Elle me dit, oui, on a des infos. Je dis, mais elles sont vraies? Elle me dit, non, oui, oui, on a des infos. Et qu'en fait, ça traduit très, très, très concrètement cette idée que dans la posture, ce que ça sous-entend, c'est qu'en fait, les chiffres n'étaient pas fiables ou n'existaient pas, mais qu'il y avait des chiffres. Et qu'en fait, cet outil de gestion-là était principalement perçu par les personnes qui sont les premières concernées comme un outil de gestion, d'accès à des financements. Et du coup, ça pose la question de est-ce que finalement cette façon de construire des normes de gestion, est-ce qu'elle est vraiment adaptée à des réalités ou est-ce qu'elle répond vraiment à des enjeux organisationnels? Et puis, ça pose quand même des questions fondamentales qui sont dans une organisation, c'est qui doit être sobre. Pour le dire différemment, est-ce qu'un Français qui part au Burkina Faso faire une mission de suivi, on va considérer de la même manière l'avion qu'il prend qu'un Burkinabé qui vient en France faire un séminaire partant du principe que un Burkinabé émet 0,8 tonnes par an en moyenne et qu'un Français émet 10 tonnes par an, et qu'il faut qu'on soit tous à 2 tonnes. Et du coup, cette question-là, elle renvoie très, très concrètement en fait, à des dissymétries organisationnelles qui sont très ancrées dans des dissymétries économiques et coloniales. Et du coup, cette question-là environnementale, elle pousse ces questions-là, ces organisations-là, à se dire oui, en fait, effectivement, on est peut-être très pétri de nous-mêmes dans notre organisation de dissymétrie issue de l'histoire coloniale. Ce que ça produit, c'est qu'en fait, il y a des pratiques de gestion qui s'hybrident. Je vais prendre un exemple. Il y a une organisation qui est sénégalaise qui s'appelle Nebedaï, qui est une organisation 100% sénégalaise et qui, en fait, a accès à un certain nombre de financements internationaux et qui, du coup, a complètement séparé son service de gestion des financements du reste de l'activité. Ils ont un service qu'ils appellent paperasse, et c'est matériellement, ils ont un bureau, puis en fait, c'est là où il y a toute la paperasse, quoi, avec des gens qui gèrent la paperasse. Et, et à côté de ça, ils ont des animateurs, des animatrices, des enseignants, des enseignantes, et dont le job, c'est absolument pas de connaître les indicateurs objectivement vérifiables, d'avoir les résultats, c'est de faire les activités sur lesquelles ils sont employés, quoi, avec une vraie séparation de ces deux fonctions. Ce qui est vrai aussi, c'est que au-delà de la question environnementale, organisationnelle, en fait, ça pose plein de questions sur la capacité des ONG à se projeter. Qu'est-ce que ça veut dire former à des métiers qui peut-être disparaîtront demain, et que ça, c'est aujourd'hui très compliqué. Et qu'en fait, tout ça est aussi très contraint par, globalement, des enjeux géopolitiques qui dépassent le cadre d'action des ONG. Pour dire différemment, au Burkina Faso, les ONG ont des engagements environnementaux très importants. La réalité, c'est que les 3/4 du territoire, enfin la moitié du territoire est contrôlé par des groupes djihadistes, que pour envoyer du matériel alimentaire, il faut utiliser des hélicoptères, et qu'en fait, les ONG s'assient elles-mêmes sur leur engagement environnemental lié à des enjeux très géopolitiques. Pour conclure, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en fait, la gestion des ONG, pour moi, elle est assez porteuse finalement de certaines formes de colonialité, c'est-à-dire, je le redis, des infériorisations prétendument naturelles de savoir ou de pratiques qui ne sont pas occidentales. Et que parfois, ça manque un peu de capacité à faire des pas de côté sur la façon dont ces outils-là sont utilisés, même si dans certains cas, il y a des réappropriations locales en fait et la création de nouvelles normes intéressantes sur les territoires d'intervention. Ce qui est vrai, c'est que ce sujet-là, il pose quand même la question de qui émet le besoin, qui l'énonce et qui y répond, et comment on y répond de manière différenciée en fonction de si on est occidental ou non occidental. Et est-ce qu'on est aujourd'hui en capacité,
dans la façon dont fonctionnent ces organisations-là, de répondre réellement aux besoins qui sont émis. Ça pose quand même la question plus globalement du financement. L'accès au financement est toujours aujourd'hui très trusté par les organisations occidentales, et même si elles le redistribuent derrière, ça pose des enjeux sur l'architecture de l'aide. Et puis, ça révèle quand même d'une certaine manière que, ce que j'ai expliqué au début, c'est que les ONG sont à la fois le fruit de l'histoire thermo-industrielle et coloniale des pays occidentaux. Et qu'en fait, dans leur modèle organisationnel, ça se traduit très concrètement. Et on retrouve ces dissymétries entre occidentaux et non occidentaux. Voilà. Pour vous dire tout ça, je conclue en disant que finalement, j'ai essayé de vous montrer que j'essaie d'éclairer un peu la gestion des ONG et j'essaie surtout de faire le lien entre transition et approche décoloniale. Et puis, je crois que j'ai fait à peu près 40 minutes avec la pause, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Merci. Vincent, pour tous ces éléments et cette grille d'analyse qui n'est pas nécessairement une grille qui est extrêmement connue, et je pense que c'est un apport tout à fait intéressant à la réflexion. Alors, vous nous avez parlé des modalités de gestion des ONG, des points d'application en fait de leur action, de leur modalité de financement, peut-être de leur logique géopolitique. J'ai envie de lancer la première question. Quid de la gouvernance? Est-ce qu'il n'y a pas effectivement un élément d'éclairage de la gouvernance qui serait intéressant? Et est-ce que vous percevez des facteurs d'évolution dans l'ensemble des logiques que vous nous avez présentées? Michel Rufus? Je prends plusieurs questions, je vous réponds, puis ça laisse aux personnes le temps de réfléchir. Peut-être Michel, et puis voilà. Vas-y, Michel. Faut que tu mettes ton micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Alors, une simple question. Vous avez évoqué la géographie des organisations, des ONG. Et à la limite, j'aimerais en savoir un peu plus parce que ça me paraît tout à fait essentiel pour comprendre ce que sont les ONG aujourd'hui et les problèmes que vous avez évoqués ensuite. Ouais. Je peux déjà peut-être répondre à ces deux questions. Alors sur la question de la gouvernance, peut-être deux éléments. En fait, ce qui est quand même très, très frappant quand on regarde donc, les ONG telles que je les ai définies, hein, et les ONG françaises, occidentales mais françaises, je connais aussi plutôt les ONG canadiennes, par exemple, anglo-saxonnes, en fait, c'est qu'on est sur des structures qui sont des structures quasiment de professionnels, c'est-à-dire que mon organisation, par exemple, est une organisation professionnelle. Quand on regarde le nombre de bénévoles, je ne suis pas revenu dessus, mais on est sur un nombre dans le secteur. Le chiffre que je vous ai montré vient d'une étude qu'on a faite, et ce chiffre-là, sur les bénévoles, pour nous, il n'est pas très stable. Mais en tout cas, on est sur en fait, un secteur où il y a plus de professionnels salariés que de bénévoles engagés. Pour plein de raisons. La première, c'est que, je l'ai dit, en fait, les structures croissent et elles deviennent une organisation comme Médecins sans frontières France, c'est 450 millions d'euros de budget, c'est quasiment 10 000 salariés. Et qu'en fait, dans les compétences nécessaires à la gestion de tout ça, en fait, il n'y a pas beaucoup de bénévoles aujourd'hui qui veulent se lancer parce que ça demande beaucoup de compétences. Et puis, surtout, il y a un accroissement très fort du transfert de risque. Ce que j'expliquais rapidement, c'est que les ONG, de plus en plus, se voient déléguer dans la gestion des fonds internationaux, la mise en place de programmes, etc. Ça s'adjoint de la part des bailleurs, en particulier de la France, en fait, d'un transfert légal du risque. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a des choses qui se passent, par exemple, le financement il y a une personne qui a fait un attentat à Paris et dont on s'aperçoit qu'elle a bénéficié de programmes d'une ONG, c'est que l'ONG peut être légalement attaquée en justice pour avoir financé indirectement le terrorisme. Et donc ça veut dire faire peser sur les administrateurs et administratrices un risque légal. Je prends cet exemple, mais il y en a plein d'autres, hein, sur la question des violences sexuelles, du rôle de l'employeur, etc. Donc en fait, il y a un vrai sujet sur la question de l'adéquation, à mon sens, entre la forme juridique associative et puis ce qu'est la réalité managériale de gestion d'une ONG. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines deviennent plutôt des fondations, parce que c'est peut-être plus en lien avec ce qu'elles font. Et après, le deuxième enjeu sur la gouvernance, c'est il y a quand même, malgré tout, des tentatives, mais qui ne sont pas très abouties à mon sens à ce stade, de localisation de la gouvernance, c'est-à-dire faire en sorte de faire entrer dans les instances décisionnaires des personnes qui ne soient pas des personnes occidentales. Donc il y a quelques cas, Médecins sans frontières par exemple,
Mais malgré tout, on reste, hormis quelques cas un peu emblématiques, sur des gouvernances qui sont quand même très occidentalo-centrées. Dans les ONG françaises, dans les réseaux internationaux, il y a certaines ONG ont des familles internationales, comme Médecins sans frontières internationales, par exemple. Il y a 30 organisations nationales. Là, il y a effectivement autre chose que des Occidentaux, mais le fait que l'argent soit mobilisé principalement par les fédérations nationales occidentales déséquilibre quand même, malgré tout, les systèmes de gouvernance, même dans les fédérations internationales. Donc, sur les évolutions, malgré tout, il y a une tendance à la localisation. Ça, c'est une des évolutions très fortes. Même sur les postes de direction, par exemple. Dans les 35 000 là dont je parlais, il y a de plus en plus, en fait, même sur des postes de direction, aussi pour des questions sécuritaires, en fait, des personnes qui ne sont pas occidentales, qui viennent de la sous-région. Donc, il y a un phénomène de localisation assez fort. Et puis, non, ce que j'expliquais, il y a vraiment cette tendance à la bipolarisation du secteur qui, en tout cas, à Coordination Sud, nous interpelle sur comment est-ce qu'on conserve une certaine biodiversité organisationnelle, parce que du côté des bailleurs, il y a aussi une logique un peu simple qui est de dire c'est plus simple de gérer 10 contrats à 10 millions que de gérer 100 contrats à 1 million, quoi. Voilà, donc avec cette logique-là de délégation de plus en plus forte à des acteurs, voilà. Et puis l'émergence, je l'ai un peu dit, sur les évolutions de sociétés civiles locales ou nationales qui interpellent et qui remettent en cause, dans un contexte plus global de multipolarisation du monde, l'émergence d'acteurs chinois, russes, de financement aussi. Le prochain sujet pour les ONG dans les années à venir, c'est les financements des Émirats, du Qatar. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les contraintes? C'est quoi les conditions de normes qui sont là? Donc ça, c'est des évolutions assez fortes. Sur la géographie des ONG françaises, c'est ce que je disais, il y a 70, en gros 70% des actions des ONG françaises se passent dans des anciennes colonies françaises. Et les 10 pays que je vous présentais, c'est des pays qui bougent pas. Mais ça se traduit par exemple même dans les. Alors c'est pas moi, mais c'est un collègue à moi qui fait une thèse là-dessus en géographie, Thomas Rosenthal, qui travaille sur les spécialités d'action. Et en fait, il montre assez bien que même dans les organisations, on a des ONG qui sont structurées par continent africain, sous-région, et qu'en fait, les ONG étant très financées par l'aide internationale étant elle-même de plus en plus, je ne vais pas dire conditionnées, mais en tout cas orientées vers des pays d'intervention où on a de l'influence. Le fait que la France, par exemple, ait des financements qui aillent directement plutôt à des anciennes colonies, ça fait et à partir du moment où les ONG sont très financées par l'État français, du coup, de facto, ça oriente beaucoup les géographies d'action vers ces pays qui sont pour lesquels la France a des anciennes des accointances économiques issues de l'histoire coloniale, quoi. Donc de fait, ça rend les ONG très dépendantes de ces tensions géopolitiques et diplomatiques. Je vais vous prendre un exemple, l'arrêt des financements au Mali, donc de l'aide internationale française au Mali en novembre dernier, et puis la suspension depuis cet été au Burkina Faso et au Niger, pose des vraies difficultés pour les ONG françaises, parce qu'en fait, elles sont prises dans ce jeu diplomatique où finalement leurs interventions, tout aussi légitimes puissent-elles être, sont considérées comme des interventions néocoloniales ou très dépendantes de la diplomatie française, quoi. Donc voilà. La seule évolution sur les territoires d'intervention, c'est l'émergence de la France. Il faut savoir que dans le graphique que je vous ai montré, c'était 2020. Donc c'était les interventions en France en 2020. On pense qu'il y a de manière générale un repositionnement de certaines ONG, notamment des très grandes, plutôt en France depuis quelques années. 2020 était une année un peu particulière parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'ONG qui ne pouvaient plus agir à l'international et qui, Solidarité internationale par exemple, qui travaille sur l'eau et l'assainissement partout à travers le monde, en fait, s'est rendu compte qu'elle pouvait aussi faire ça dans certains bidonvilles en Seine-Saint-Denis, et donc a travaillé avec l'Armée du Salut voilà, sur l'eau et l'assainissement de ces bidonvilles-là. Donc il y a un effet 2020, mais il y a un repositionnement de certaines grosses ONG sur la France aussi, parce qu'il y a des fléchages d'argent. Enfin, il y a des ouvertures de marché public aussi sur la France, quoi. Donc les ONG ont une vocation à grossir, elles vont chercher de l'argent là où il y a, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si. Michel, tu voulais intervenir? Non. Vous avez pointé tout à l'heure le développement ou le poids d'une normalisation, enfin
production de normes de plus en plus importante, il y a aussi, par ailleurs, et pour l'ensemble des acteurs économiques, un développement aussi des modalités de contrôle des organisations, de la responsabilité sociale, de la transparence, etc. Est-ce que cette problématique-là est perçue de manière directe par les ONG? Est-ce qu'elle constitue un poids particulièrement important? Oui, bah, d'une certaine manière, les ONG ont été à la pointe, elles sont assez à la pointe dans un sens ou dans un, voilà, de cette normalisation. En fait, c'est qu'elles ont beaucoup, vu que c'est quand même des systèmes de gestion qui ont été très importés du milieu anglo-saxon, les ONG, les grosses ONG en particulier, ayant été chercher de l'argent assez tôt vers d'autres types de bailleurs que les bailleurs français, elles ont beaucoup importé les mécanismes de gestion liés à l'impact, d'évaluation. Aujourd'hui, la plupart des ONG qui sont financées par l'Agence française de développement ont des obligations d'évaluation externe de leurs activités, d'audit externe. Bon, voilà. Donc, oui, c'est un vrai sujet. Et en fait, ce que je disais, on constate un accroissement de plus en plus fort de cette dimension administrative, parce qu'en fait, le poids administratif augmente sans par ailleurs que ce soit adjoint à des moyens supplémentaires. Et en fait, une des dernières, notamment, j'y suis allé rapidement, mais en fait, une des dernières contraintes là, administratives qui va peser et qui commence à peser et qui pèsera certainement de plus en plus sur les ONG, c'est cette question de ce qu'on appelle le cribler les bénéficiaires, c'est-à-dire s'assurer que dans les activités qu'on mène, certains types d'activités comme par exemple du cash transfert ou du don de matériel, en fait, c'est les personnes qui sont récipiendaires de l'aide ne soient pas liées à des réseaux de financement du terrorisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire screener, demander un certain nombre de pièces justificatives d'identité de la personne, rentrer les informations dans des logiciels de contrôle de qui sont ces personnes-là, dont il faut acheter. Voilà, donc, et ça, c'est du poids administratif. Donc ça émerge. Et puis la question de l'impact, les ONG sont aussi très confrontées à la question de la mesure de leur impact, de la nécessité de rendre des comptes sur quel est leur impact. Il y a certains types de financements comme les contrats impact sociaux qui sont appliqués au développement, ce qu'on appelle les DIB. Il y en a deux en France qui ont été signés par des grandes ONG. Donc oui, effectivement, en fait, les très grandes ONG sont très pourvoyeuses de ce type de normes. La difficulté, c'est qu'en fait, à côté de ça, il y a toute une pluralité de plus petites pour qui, en fait, le poids de ces normes-là devient très contraignant, voire parfois joue sur le fait que certaines disparaissent ou sont en incapacité de gérer ces normes-là, quoi. Et donc, c'est un peu ça que je disais, c'est qu'il y a effectivement... Et puis, par ailleurs, ça vient complètement contredire, par ailleurs, l'injonction qu'ont les ONG à localiser l'aide, c'est-à-dire faire en sorte que, pour le dire différemment, il y a beaucoup d'organisations nationales dans des territoires d'intervention qui n'ont absolument pas la capacité de gestion des contraintes administratives qui sont posées dans les financements. Donc voilà, oui, donc c'est un vrai sujet pour le secteur, dans les inquiétudes pour le secteur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres... Charlotte? Oui, merci beaucoup pour cette intervention qui est très intéressante. Il se trouve qu'en ce moment, je travaille moi sur une fondation qui n'a rien à voir avec les ONG qui travaillent sur la recherche médicale. Mais malgré tout, je retrouve des similitudes dans les évolutions, notamment l'espèce de débat qui traverse toujours cette histoire sur l'action de l'État et est-ce que c'est le rôle de l'appel à la générosité de résoudre ces problèmes ou est-ce que c'est le rôle des États? Ça se pose de plus en plus et dans la recherche médicale aussi, d'autant plus. J'ai aussi remarqué cette évolution vers une transparence accrue. Et moi, ce que je note aussi historiquement, c'est, alors en France, hein, moi je suis sur un contexte vraiment franco-français, c'est les répercussions du scandale de l'ARC, qui a vraiment été un détonateur pour ces organismes-là, tous les organismes d'appel aux dons, qui ont vécu ça comme un séisme en fait, et qui ont donc, ça a dû impliquer des mesures de transparence, mais presque excessives, qu'on ressent encore aujourd'hui en fait. Et je voulais savoir si ça vous le ressentez aussi au niveau des ONG. Et la dernière chose que je voulais vous demander, c'est est-ce que ces grandes organisations ont des difficultés actuellement dans les appels aux dons? Est-ce qu'il y a des répercussions du contexte social, économique actuel? Parce que c'est une vraie fragilité hein, de ces organismes-là qui repose beaucoup sur la générosité du public. Ouais, alors, je sais pas si y a d'autres questions.
Sur la première, oui, il y a un certain nombre de cas. Voilà, je me souviens de l'Arche de Zoé, par exemple, qui avait beaucoup impacté à l'époque la gestion. Un cas emblématique dans l'histoire récente des ONG, c'est le cas d'Haïti, le séisme d'Haïti en 2000. Je vous ai pas présenté la slide, mais en 2011, le séisme, où en fait, on s'est rendu compte un an après que sur les 6 milliards de dollars d'aide internationale apportée à Haïti, il n'y avait eu que 1% qui avait été apporté à des acteurs nationaux, État plus associations société civile haïtiennes, et que un tiers était allé aux ONG et le reste aux organisations internationales et à l'armée américaine. Donc, et ça a été un vrai scandale sur l'utilisation des fonds, et notamment cet agenda dont je parle, de localisation, qui du côté des bailleurs vient beaucoup de cette idée qu'il faut couper les intermédiaires. Et qu'en fait, quand vous avez une chaîne de l'aide où vous avez plusieurs grandes ONG qui ensuite redistribuent à des ONG et sous-ONG, chacune prenant des frais administratifs, en fait, ça fait une inefficacité assez importante dans l'utilisation des fonds. Donc, ça vient de là. Et en même temps, ce que j'expliquais, c'est que dans le même temps, l'aide internationale est de plus en plus contrainte dans sa gestion. Il y a de plus en plus de normes, de tableurs, voilà, d'indicateurs à remplir, et qu'en fait, si on descend dans la chaîne, il y a un certain nombre d'acteurs qui n'arrivent pas à prouver cette capacité de gestion. Donc là, il y a une injonction très forte à laquelle on a un peu du mal en ce moment à répondre. Votre deuxième question, c'est sur les modèles. Alors, oui, si ce sujet vous intéresse, il y a une étude qu'a fait de Coordination Sud dont je me suis occupé, qui s'appelle, et qu'on va republier dans un an ou deux, qui s'appelle Étude Argent-Asie. Je vais vous mettre le lien où on a regardé les évolutions des modèles socio-économiques des ONG sur des périodes. La dernière, elle est sur la période 2016-2020, ce que je vais vous présenter, mais c'est des études qui existent depuis plusieurs années. Et donc, c'est là où on a l'une des spécificités de ce secteur-là depuis les années 2012-2013, c'est qu'en fait, c'est un secteur qui est de plus en plus financé par l'argent public, et surtout l'argent public international. C'est qu'en fait, ces grandes organisations, elles sont allées chercher des fonds. Alors, il y a une augmentation des fonds publics nationaux d'aide au développement, et les grandes organisations, elles sont allées chercher des fonds auprès de la coopération allemande, de la coopération américaine, etc. Et en fait, quand vous regardez hormis Médecins sans frontières, qui est l'exception qui confirme la règle, en fait, quand vous regardez les très grandes ONG françaises, de plus de 50 millions d'euros de budget, elles ont un modèle, elles sont à 80%, 90% financées par des fonds publics, 10% par des fonds privés. C'est quand on prend plutôt les moyennes, donc, et notamment les organisations plutôt confessionnelles, par exemple, le CCED, c'est le Secours catholique. Là, on est plutôt sur un ratio inverse, 30%, 70%. Et donc, ces questions-là du don, notamment de la générosité du public, qui représente quasiment 90% des dons privés des ONG aussi, hein. En fait, effectivement, ça pèse surtout sur plutôt les organisations qui sont très dépendantes des fonds privés et qui ont certains types de donateurs, donatrices. Je pense en particulier aux organisations confessionnelles qui voient diminuer régulièrement, enfin, qui aussi parce qu'il y a de moins en moins de personnes de confession, pour qui ça devient un sujet, et qui d'ailleurs se mettent de plus en plus à aller chercher des fonds publics. Il y a une autre tendance qu'ont ces organisations-là, c'est mobiliser la générosité du public dans des pays non occidentaux. Par exemple, Médecins sans frontières a un fonctionnement où ils ont 30 associations nationales, donc dont certaines dans des pays occidentaux européens, américains, mais une bonne partie étant par exemple aux Philippines, au Bangladesh, au Mexique. Et en fait, ces structures-là mobilisent la générosité du public auprès dans leur pays. Et en fait, tout ça est centralisé au niveau des MSF internationales qui ensuite redistribuent. Voilà. Donc en fait, sur ces très grandes l'impact n'est pas si important que ça, même s'il y a un peu d'impact, et plutôt sur celles qui sont très dépendantes des fonds privés, qui sont en fait pas les très grandes, bizarrement. Et puis la dernière difficulté, par contre, c'est pour toutes celles qui sont en dessous, c'est-à-dire celles qui sont petites, moyennes, en fait, pour qui le marché de toute façon est saturé, pour le dire comme ça, le marché du don, et qui n'arrivent pas à accéder qui n'ont pas les moyens d'aller mobiliser des fonds privés, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces éléments très, très précis sur les fonctionnements actuels et sur l'évolution d'un certain nombre de grandes ONG. Est-ce que vous avez d'autres interrogations? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, oui, si, non? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que nous en restions là pour ce soir. Donc, merci beaucoup à Vincent et à Marion pour leurs interventions qui, je crois, étaient extrêmement riches et qui permettent d'avoir quand même une approche de l'ESS qui est très novatrice par rapport au sujet
qui sont souvent abordées. Et je crois que ce sont en plus des thématiques sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de revenir ultérieurement parce qu'on est effectivement dans des sujets d'une grande actualité. Donc, merci beaucoup à vous deux. Je vous rappelle que notre prochaine séance aura lieu le 25 janvier et portera sur une thématique extrêmement différente puisque nous parlerons des associations et des coopératives dans le monde rural dans une période qui sera celle du début du XXe siècle. Voilà. Eh bien, merci. Merci à tous. Excusez-moi, Dominique. Merci à À vous. très bientôt. Merci pour l'invitation. Excusez-moi, Bonne fin de journée. juste vous demander si on pourra avoir le lien sur vers l'enregistrement. Oui, oui, bien sûr. L'enregistrement sera mis en ligne sur notre site aussitôt que le montage sera fait. D'accord, merci. Vous enverrez Voilà. mon diapo. Moi, je peux vous partager mon diapo Voilà. aussi, Et si voilà, vous Au pouvez revoir. avec toutes les envoyer sources, etc. effectivement les deux PowerPoint, ce serait parfait. Bah, c'est fait. Il n'y a Je pas vous de envoie ça. problème. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Bonne Bonne Merci. soirée. Bonne fin de journée. Au revoir. soirée.